Salut à tous, à toutes, bienvenue sur Aveigne, mes chers amis. Alors, faut savoir que c'est une première pour moi en tant que présentateur. J'étais plus habitué à être chroniqueur au sein de Golasso, donc je vais essayer de prendre l'exemple sur Phil à l'époque de Golasso. Donc voilà, avant de vous présenter l'équipe, déjà je voulais vous remercier pour la force que vous nous avez donnée au moment du lancement, simplement sur Twitter. Tous vos messages, tout votre intérêt et bien évidemment le fait que vous ayez envie de rejoindre l'aventure avec nous. Il y en a déjà qui ont commencé à le faire. Moi, je remercie déjà Ricardo pour le fond et la prochaine miniature qu'on mettra sur podcast, entre autres. Et bien évidemment, on serait très content de vous accueillir pour ceux qui souhaitent soit interagir en live avec nous, soit participer au projet d'une certaine manière. Alors, pour rappel, pourquoi on a choisi Aveigne? Tout simplement parce que c'est le nom fait écho direct aux valeurs du club. Euh, on l'a tous en tête, je pense, le moment qu'on vit tous à chaque match. Peut-être pas à nos débuts parce que moi je suis né en 98, c'était aux années 70. Donc au début quand je le voyais, je comprenais pas trop, mais quand j'ai vu que les joueurs répétaient ce moment en saluant les supporters et que c'est fait sur toutes les catégories, pour moi ça faisait sens de mettre ce nom en tant que sur le projet. Voilà. Donc le projet, encore une fois, ce sera vraiment de pouvoir vous donner du contenu à la communauté francophone. On trouvait qu'il n'y avait pas forcément avec les gars de contenu à ce niveau-là. Au Portugal, ils sont bien. Ils sont qualifiés. Il y a le BI, il y a Visão Vermelho. Donc à ce niveau-là, franchement, je recommande et je vous encourage tous à d'écouter ce genre de podcast. Mais en France, on trouvait qu'il manquait une voix à ce niveau-là. Donc on s'est dit qu'on serait partant de le faire. Donc on espère être à la hauteur de ce club. En ce moment, c'est pas très compliqué, mais plutôt au niveau de l'histoire et de vous donner du contenu à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, la partie politique, médiatique, tout. Essayer de couvrir le max de sujets. On essaiera de couvrir aussi je me Village, mais ça sera peut-être pas avec moi, mais j'ai déjà quelques idées. Donc à voir. Avec moi, je vais d'abord vous présenter Monsieur Phil, notre meilleur joueur de five de Golasso et d'Île-de-France. Phil, comment tu vas, mon frérot? Ça va bien, merci. Merci, merci pour l'invitation. Merci de m'inviter à faire partie de ce projet. En plus, j'ai eu la chance de faire partie dès la genèse parce que tu nous en as parlé en amont avant de lancer le projet. Forcément, moi je t'ai dit, ah ouais, moi je te suivrai n'importe où. Comme CR7 aurait dit à Laurent Blanc selon Gilles Favard. Je t'ai donné mon numéro et qui dit que je te suivrai, peu importe où tu irais. Et On a fait d'abord le Jamor pour vraiment ouais, être lancé un trou. ouais, ah ouais, ah ouais. Alors, l'avant-match, c'est super sympa. Je recommande, franchement. L'après-match, ça dépend beaucoup du scénario. Et nous, bah, vraiment, on avait un scénario à Benfica, vraiment. Donc non, non, mais n'empêche, c'était un week-end quand même plaisant. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, bah, comme d'habitude. Je pense que ce podcast, il sera aussi super intéressant, comme tu disais, pour que les francophones, parce on recevait beaucoup quand on était sur Golasso de messages de gens aussi de Belgique et de Suisse il y a des gens qui forcément ne comprennent pas tout le temps aussi le portugais, ils maîtrisent pas le portugais parce que ça dépend de l'éducation ou quoi, tu vois. Et c'est important aussi de traduire et de transmettre les infos surtout à l'aube des élections peut-être les plus importantes de l'histoire depuis celle de Villering. Donc voilà, ça va être notre responsabilité aussi de transmettre les infos et de faire partager toutes les candidatures. Toujours complet. Avec nous également, Hugo. C'est un peu notre Jean Neves de la maison. Le mec a déjà performé sur Golasso, Ashkin. Maintenant, il est sur Instant Foot. Et il envoie du contenu de qualité quand il faut, avec les petites infos, notamment sur Gokires. Moi, je l'ai vu. Hein. C'est Psypic, je l'ai vu. Je sais que c'est toi. Comment tu vas, Hugo? Bah, ça va très bien. Déjà, merci à toi d'avoir, comme Phil, avoir pensé à moi dès le début pour la création du projet. Et je pense aussi qu'il manquait un vrai projet sur Benfica pour la communauté francophone. Et aussi parce que je pense que Benfica, c'est au-delà de ce qui se passe sur le terrain. C'est bien l'univers de Benfica, c'est bien plus, ça va au-delà
que simplement les crochets de Hector Koglu et les infos qui passent na CMTV. Et je pense que ce qu'on va créer, ça va aider à faire découvrir de nouvelles choses à la communauté francophone et surtout à l'aube des élections qui arrivent, qui je pense sont peut-être les élections les plus importantes de l'histoire du club, j'ai pas peur des mots. Ça va aider à donner des infos sur les candidats afin de voter de la meilleure des manières. Donc je pense que la création de ce projet, ça arrive au bon point de l'histoire de Benfica et je pense qu'on va faire de très bonnes choses. Je te remercie pour ces mots et je suis, on va dire, d'accord avec toi quand même, parce que si ça se passe mal, ça sera aussi pour moi. Je voulais juste, voilà, c'est pas un placement produit ce que vous voyez à l'écran, hein. Les maillots, c'est vraiment du pur hasard. Bon, je me doutais un peu on allait le mettre parce qu'on a tous un peu kiffé la pièce. Qui pouvait y penser, hein, sincèrement, une collection originale, ce qui fonctionne avec Benfica. Franchement, j'aurais pas cru. C'est inédit, c'est fou. Mais espérons que les bonnes idées continuent à ce niveau-là et avec d'autres gens en commun. Du coup, pour ce premier podcast, on va aborder la saison en fait 2024-2025. On n'abordera pas le mondial des clubs parce qu'il n'a pas encore eu lieu, mais on reviendra dessus. Je le prends un peu comme une compétition un peu, on va dire annexe, mais à cheval sur la prochaine saison. Donc, on va revenir d'abord sur la saison qui s'est déroulée de manière globale déjà. Donc, déjà, pour un petit rappel des faits, Benfica a fini deuxième du classement. A fait un huitième de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. En ayant fait un parcours, on va dire, selon moi, un peu mitigé. Il est bon, hein, le meilleur global au niveau des statistiques, mais moi, il y a des matchs qui m'ont un peu marqué où on aurait pu faire mieux. Et assez étonnamment, on a peut-être été plus intéressant à l'étranger, à l'extérieur, dont à Monaco, dont à la Juve et en Serbie. Au niveau des coupes, on remporte la Coupe de la Ligue, avec surtout un très bon match contre Braga en demi. Et en Coupe du Portugal, bah, dernière image qu'on a notre équipe sur le terrain, bah, c'est du coup cette défaite 3 buts à 1 en prolongation contre le Sporting. Et je pense que du coup, c'est la dernière image qui reste de l'équipe. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais finalement assez représentatif de la saison, quoi. On a pu avoir de bonnes choses et après on a eu des changements qui étaient un peu bizarres, des erreurs d'arbitrage pour ajouter un peu le tout, bien que pour moi ça soit pas le problème majeur. Et puis après prolongation, on laisse revivre l'équipe avant les prolongations avec l'égalisation et puis après on se fait détruire en prolongation 3 buts à 1. Pour commencer, bah, je vais vous laisser la parole à vous messieurs d'abord. Phil, ton ressenti au global sur la saison, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont pour toi peut-être les moments marquants? Euh, Bah, globalement, en vrai, la saison, déjà, elle commence mal au tout début. Ça, on va y revenir plus en détail, mais de base, elle commence mal parce qu'elle est mal planifiée. À partir du moment où c'est mal planifié, tu commences la saison, déjà, les fondations, elles sont pas solides. Donc, il y a ça, il y a une déconvenue dès la première journée. Tu sens que ça va pas tenir fraîchement. La pré-saison était pas si mauvaise, notamment, tu as eu un très bon match contre Feyenoord où, euh, chez toi où tu gagnes 5-0, il y a très rapidement, tu mets une sauce, je crois, il y a 3-4-0 au bout de 20 minutes, un truc comme ça. Et tu te dis, ah, peut-être que cette année, enfin, avec les nouvelles recrues, euh, tu dis, ah. Et puis, vient les matchs contre Brentford et Fulham, où là, tu dis, ah, c'est pas encore le très haut niveau, mais ça se rapproche déjà un petit peu du niveau d'adversité que tu vas pouvoir rencontrer cette saison. Et là, déjà, tu sens que c'est léger. C'est léger et tu vois tout de suite. Tu vois les premières. En fait, tu vois déjà les faiblesses que tu connaissais. Les limites, tu les vois tout de suite. Effectivement, Parce que tu as ton double pivot, si on peut l'appeler comme ça, mais ton milieu à deux, Barreiro, Florentino, où tu dis, alors il y a cette volonté de sortir très 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 haut sur le porteur avec Roger Schmidt, et je crois que c'est le but contre Fulham qu'on prend, où bah, en fait ils arrivent à sortir de la ligne de pression en une passe, et à partir de là, on prend un but à la con, et tu dis, ouais, ça, si même contre des équipes au Portugal qui arrivent à ressortir assez
assez facilement et qui en plus sont bons en contre, ça va te tuer. Première journée, Famalicão, voilà. C'est exactement ce qui arrive, le type de piège que tu peux avoir et tu prends ta première défaite et en vrai, il n'y a aucune contestation à avoir sur ce match. Sur ce match, justement, et après on laissera aussi parler un peu Hugo, c'est une défaite 2-0 sur la première journée. Je voulais juste rappeler un peu le 11, parce qu'en fait, je sais pas si on a ce sentiment-là, mais la saison m'a paru tellement longue qu'on oublie peut-être avec quelle équipe on a commencé. Et à ce moment-là, on commence avec Trumine dans les cages, bas à droite, Thomas Arrojo en défense avec Morato, Best à gauche. Au milieu de terrain, on a Tino et Barreiro. Le trio offensif, c'est João Mario, Prestiani, Orsnes ailier gauche et Pabidis. Un 4-2-3-1 qu'on verra sur le mois d'août, mais avec des joueurs comme Morato qu'on vendra 2-3 semaines après. Un joueur capitaine sur la pelouse comme Jean-Mario qui partira 2 semaines après parce que il aura décidé que son aventure est finie parce que c'est efficace, c'est les joueurs qui décident, c'est pas autrement, du moins quand ils ont envie de partir. Donc Jean-Mario partira du côté de Besiktas après les sifflets face à Casapi. Après, t'étais là contre Casapi? J'étais pas là. J'étais Moi, je suis au stade, j'ai jamais vu un gars de chez nous, hein, parce que j'ai déjà vu, t'as déjà eu Maxi et Coentrão et Jesus, mais un mec de chez nous se faire autant siffler sur sa sortie, j'ai dit waouh, waouh, ça m'étonne pas en fait que le lendemain il a dit ouais, bon, je vais pas. Et moi, j'étais aussi au stade et franchement, je confirme, c'était vraiment une dinguerie. Limite, il y avait des supporters qui avaient de la peine. Genre, il y avait une supportrice à côté de moi qui me disait, mais pourquoi ils le huent tous alors que c'est pas lui qui rend juste l'équipe mauvaise? Non, mais madame, c'est pas comme ça qu'on. Le mec, il arrive au bout du bout. C'est normal que maintenant tout un stade est contre lui parce que ce club ne sait pas fermer des cycles. Mais genre même les arbitres ils se font siffler en début de match, bah là il était encore plus sifflé que les arbitres. Ça c'est du haut niveau. Mais moi, ce que dit Mathieu, excusez-moi, parce qu'on était avec Mathieu tout à l'heure, ce que dit Hugo, justement, pour moi, c'est une passerelle avec l'autre sujet. C'est quand tu parles de fin de cycle, euh, bah justement, ça va avec l'entraîneur. C'est qu'en fait, ce club va jusqu'au bout du bout pour cramer ses joueurs. Comment ça se finit avec Di Maria, comment ça se finit avec Schmitt, comment ça se finit avec Jean-Mario, comment ça se finit avec Rafa, comment ça se finit aussi, même si avec Grimaldo, ça se finit qu'un titre. Moi, j'oublie pas comment sa sortie est annoncée, c'est-à-dire à cheval sur un derby euh, qui est décisif. On annonce son départ à Leverkusen, etc. Il n'y a aucun check qui est fait à ce niveau-là. Donc après, on peut dire qu'il y a des excuses, etc. Mais le mal est fait. Et il y a un don à chaque fois de pas savoir mettre le stop quand il faut et en fait de se laisser guider, limite. Et de jamais, en fait, prendre des décisions fermes et d'anticiper, tout simplement. Donc, c'est le reflet du reste. Et pour moi, c'est le reflet peut-être du premier point qu'on va aborder. C'est Mais c'était encore visible cette nuit, hein, parce que comme tu disais, c'est les joueurs qui décident. Et Otamendi, après le match contre la Colombie, il dit ouais, pour l'instant, j'ai pas encore résolu. il dit, ouais, bah, Toi, pour reprendre on en parlait sur Twitter. Enfin moi, j'en ai parlé. J'ai un peu mal parlé. J'ai dit, ouais, en gros, voilà, enfin, la gueule du capitaine, quoi. Parce que ton capitaine, qui du coup je sais pas, qui doit apporter de la stabilité, être un exemple dans le vestiaire, te dit, en étant le 11 juin, que il a un contrat jusqu'au 30 juin et que pour l'instant, rien n'est décidé alors qu'il va entamer une compétition qui va déborder, du coup, si tout se passe bien, sur juillet, si on passe les poules. Euh, c'est à l'image du club. En fait, la communication, elle est pas bonne. C'est-à-dire que même si c'est réglé, moi, honnêtement, je pense qu'il reste. C'est mon feeling. Peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'il y aurait eu un truc un peu mieux fait. Après, tu me diras, Denis, il a été annoncé d'un moment à un autre. Mais c'est peut-être dû à un deal. Il y en a qui parlent d'un départ à Beşiktaş, donc c'est peut-être dû à ça. Mais pour Otamendi, j'ai l'impression qu'il va rester. Mais en fait, la communication, elle est hyper border. Elle est hyper mal faite. Et tu as des claques qui passent comme ça après un match contre l'Argentine avant de rejoindre le groupe. Je trouve que c'est moche. Je trouve que c'est moche. Mais c'est une image de. mais elle est plus que border, c'est qu'elle n'est pas contrôlée par le club en fait. Le club subit les problèmes de communication, que ce soit là ou parfois, tu sais, quand ça se passait mal, tu voyais les femmes des joueurs qui parlaient. On a vu la femme de Neres sur Insta, la femme de Morato. Même ma femme de Di Maria, elle me dit La femme de Di Maria, exactement. Bon, après, elle ouvre tout le temps sa gueule, mais non. Non, mais dans tous les clubs. Mais j'ai l'impression que les femmes argentines, elles sont comme ça, parce que Vanda Icardi était pareil. Mais, T'as- mais c'est
Jean Neves, le moment de son départ, le frère d'Antonio Silva, l'ancien coach de Neves. Si, Neves aussi qui en parle en soi même. Enfin, je me souviens. là, dans le rassemblement aussi, là. Et ils lui ont reposé la question, il en a reparlé. Et il a sous-entendu que lui, il avait jamais voulu quitter le club, chose qu'on savait déjà. Bah, je sais pas si tu vois, il y a Guillaume Cabral qui dit sur son podcast Matin Mat à l'époque que lui, la version qu'il a de l'histoire, elle n'est pas du tout, elle va pas en adéquation avec ce qui est sorti de la part du club. Mais ça a été dit par plusieurs personnes, pas que lui. Mais du coup, tout je coïncide pour dire que le club a complètement loupé en fait le cas Neves. Et pour moi, le tournant, c'est justement Neves, Neres et Schmidt. Pour moi, c'est les trois tournants pour peut-être de la saison. Et peut-être qu'enfin, on va expliquer après pourquoi. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que Neves, du coup, ne voulait pas partir. Et que, en fait, son interview du club, quand il en parle, en fait, c'est publié par le club. Donc, en fait, sur la prise de parole de Neves, si tu veux, tu coupes 5 secondes, ça ne va pas. Et puis, on remet. Et puis, ce qu'il a dit qu'on ne voulait pas entendre, on ne le passe pas. Et puis, après, voilà, bonne continuation. Parce qu'après, la prise de parole de Rui Costa, c'était on perd renonce au joueur-zigne et on récupère un autre mine de cases. Et c'était le parallèle à pas faire, puisque c'était automatiquement lié Neves à Sanchez. Mais bon, c'est un autre sujet. Et voilà, donc moi, enfin, si je dois peut-être voilà, commencer, après vous passer la main, c'est le premier tournant pour moi, c'est ce mercato. C'est ce mercato et c'est le départ de Jean Neves qui a été pour moi une véritable bombe, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu as une communication via les médias où on te parle de 120 millions, on te parle de la clause. Après, tu as le président qui te dit qu'il a jamais parlé de la clause, et puis il le vend 59 millions. Puis tu sais qu'il y a une clause de 10 millions sur l'achat de Renato, etc. Un deal qui perdure jusqu'à août et où notre président nous explique qu'il a tout fait pour retarder la chose, mais pour finalement avoir une négociation catastrophique et justifiée par le fait que ce mercato-là, c'était un mercato où les clubs n'ont pas beaucoup dépensé. Ce qui est pour moi assez bancal comme justification. Et pour moi, c'était le début des problèmes. Je ne sais pas si pour toi, Hugo, tu es d'accord, mais c'était déjà le premier tournant au début de saison. Bah, je suis d'accord, mais je pense que le encore plus gros problème, c'est vraiment le licenciement de Schmidt parce que c'est l'aveu, c'est même la je dirais la fin du projet de Rui Costa parce que ce que Rui Costa nous baratinait depuis que ce soit pendant son interview de fin de saison avec, je sais pas si vous vous souvenez je crois que c'était bien au Campus do Seixal et tous les journalistes, c'est qu'il expliquait que: «Je garde Schmidt parce que je veux pas subir, à la tentation populaire et cetera et que je veux de la stabilité». Donc et à chaque fois qu'il nous parlait de son projet, tout était flou. Il ne nous parlait pas de investissement des jeunes, il ne nous parlait pas de scouting et cetera. Il nous parlait de Schmitt, que mon entraîneur, c'était Schmitt. On voyait vraiment qu'il voulait aller jusqu'à la fin de son mandat avec Roger Schmitt. Comme ça, il pouvait dire: «J'ai été régulier du début jusqu'à la fin». Sauf que cette décision, ça se voyait à même un enfant de 6 ans pouvait voir que ça n'allait pas durer parce que déjà le jeu était en fin de saison était complètement, on a vu ce qu'on a vu. Et surtout, la relation avec les supporters était au point mort. Enfin, on a quand même vu des supporters lancer des verres en plein match à un entraîneur. Moi, perso, j'ai jamais vu ça de ma vie. Nous, on a Il y a eu eu des entraîneurs de merde, hein. et on a eu des entraîneurs de merde. Je sais pas si Kike Flores, il a eu le droit à ça, c'est pour dire. Et du coup, à partir de là, c'était déjà pour moi, c'était déjà la fin de la saison de le garder. On voit que, comme Phil a dit, face à Feyenoord, on a peut-être l'impression que le Schmidt Ball va revenir. Finalement, quelques semaines après, on a juste Prestiani et 10 autres joueurs. D'ailleurs, c'est très marrant que Prestiani commence la saison en tant que titulaire et finisse la saison avec aucune minute, même en B. Et finalement, il est viré au bout de 4 journées. Pour moi, c'est vraiment. Pour moi, c'était presque la fin de la saison au bout de la 4e journée parce que je me disais avec un Sporting qui a Ruben Amorim et un autre Porto qui pouvait très bien revenir, je me disais, bon, là, je sais pas qui on va prendre dans le marché. Peu importe, autant qu'on fout cette saison à la poubelle et qu'on pense déjà à octobre prochain. Et je pense que c'était déjà le sentiment de beaucoup d'autres supporters. Finalement, le destin en a voulu autrement, vu ce qui s'est passé avec le futur du Sporting. Et ce qui s'est passé a fini par se passer ce que je redoutais, c'était avec cette incompétence, c'est-à-dire de faire un mercato pour un entraîneur et que finalement un autre entraîneur vienne avec des joueurs que lui ne voulait pas. On a réussi à aller au bout de la saison avec toujours l'espérance de gagner quelque chose. Et finalement, on l'a pas faite. Et même, je dirais Dieu merci, même si c'est très contradictoire de dire ça, mais franchement,
gagner des titres, on a gagné un, mais gagner des titres avec une gestion aussi incompétente de faire un mercato, tout un mercato, parce que Best, c'est une demande de Schmitt, vendre Neres, c'est une demande de Schmitt, vendre Morato, c'est une demande de Schmitt. Je suis persuadé. Neres, ça va de pair. Moi, ce que je sais, c'est que Neres, ça va de pair avec Di Maria. C'est-à-dire que quand on renouvelle Di Maria, Neres, en fait, comprend il va repartir pour une saison de plus, un peu au placard. Et légitimement, il dit moi, il y a Naples qui est sur moi et j'ai envie de partir, quoi. Et c'est une résultante je sais pas comment dire en français, mais d'Atemuzi, entre guillemets, de Schmitt, qui ne voulait pas aligner Neres à la place de Di Maria ou faire une gestion de temps de jeu de Di Maria. Mais pour en revenir au fait, je pense que ça aurait été même injuste qu'une gestion aussi incompétente mérite par exemple de faire un triplé championnat coupe de la Ligue. Parce que ça veut dire que si on aurait fait ça, ça veut dire que les supporters auraient fait regarder, bah du coup, même si on peut se permettre donc de virer un coach et de faire tout un mercato pour de virer un coach au bout de la 4e journée. Pour moi, c'est pas possible dans un club professionnel. J'ai une discussion avec un pote qui me vient en tête. Lionel, on t'embrasse. Où en fait on parlait voilà de Benfica et il me disait voilà, est-ce que tu penses que si Bruno Lage en gros il fait le triplé, pour toi est-ce que c'est une bonne saison? Pour lui c'était une bonne saison et pour moi en fait si on parle de trophée oui, si on parle de contenu, de jeu et de projet etc. On est à côté de la plaque et ça va de pair peut-être même on va pas aller aussi loin avec la sélection portugaise etc. Où le peuple portugais est très résultatiste et en fait si il y a des victoires tant mieux. Et s'il y a des titres, c'est que tout va bien. Et on va pas comprendre comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, et si on est sur le bon chemin. Et ça va, en fait, ça va totalement avec ce que tu dis. Et en fait, je rebondis sur ce que tu dis aussi au niveau du projet. Pour que ça, il choisit un coach durant le mandat. Parce que pour moi, il subit Jesus parce que c'est un choix de virer à la base. Quand quand il part, qu'il y a la brouille avec Flamengo, etc., sur les 2 matchs qu'on fait contre Porto en décembre 2022, 2021, j'ai plus la date exacte, l'année. Euh, Derrière, il s'en va. La 2e défaite contre Porto. Non, la première défaite contre Porto, d'ailleurs. La deuxième, il me semble que c'est déjà Verissimo en coupe. Euh, et au moment où il part, Rui Costa, du coup, choisit personne et met Verissimo. Et ah non, et il y a même une phrase en disant que si ça se passe bien, Verissimo, ça sera plus de 6 mois. C'est assez délirant quand aujourd'hui tu sais que le mec est revenu en équipe B, que même en B, c'est, à mon sens, laborieux au niveau du jeu. On nous annonce Roger Schmitt à partir de avril ou avril-mai, si je dis pas de bêtises. Et finalement, là, c'est avril, je crois. Parce que là, il annonce qu'il part du PSG en février et il me semble que c'est avril. Et du coup, c'est son premier coach. La première année, ça se passe hyper bien, au point où il le renouvelle en mars, avril, pareil. Mars, avril, on n'était pas encore champion. Et suite à ce renouvellement, en fait, moi, à l'époque, je le vois plus en mode c'est un vote de confiance, mais c'est vrai que sur les termes, comment ça a été peut-être posé au niveau de la durée du contrat, c'était peut-être pas le moment pour. Et il me semble que Kevin en avait parlé sur notre conversation qu'on a avec les gars sur Golasso et même Pedro, qui disait que pas la meilleure des idées, parce qu'on n'a pas encore fini la saison. Et moi, à ce moment-là, je le voyais plus en style anticipation, parce que si il y a l'Allemagne qui vient taper à la porte, ou peut-être un autre club, on peut peut-être le perdre. Au final, aujourd'hui, avec du recul, c'est peut-être les restants aussi qui disent ça, mais je me dis que ça aurait peut-être pu être mieux fait. Je peux comprendre l'envie de le renouveler, mais peut-être attendre déjà les titres et se projeter. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, il fait un all-in sur Schmitt et il se dit, c'est maintenant ou jamais, on y va. Et la saison qui suit, et c'est une discussion que j'ai eue avec, pareil, pas mal de potes, je pense que c'est le board qui sabote Schmitt à tous les niveaux, en com, en équipe, quand on lui met Di Maria, parce que pour moi, Di Maria, c'est Recossa. Et quand tu lui mets Di Maria et que tu vois que Schmitt n'arrive pas à le gérer, pour moi, il ne sait pas gérer un Di Maria au niveau du statut. Qu'un Grimaldo se remplace par un Jurasek, mais là, je pense que c'est pas que la direction qui voulait Jurasek. Pour moi, c'était aussi Roger. Et que Ramos s'est remplacé par Cabral, qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Je parle même pas avec Ramos, mais avec le style de jeu de ce que voulait Schmitt. Et ben pour moi, c'est déjà un aveu de faiblesse énorme et en fait, tu retrouves plus jamais les fondamentaux de Roger Schmitt et tu t'es face à un coach qui est têtu. Et en plus d'être têtu sur les moments durs ou de crise, bah en fait, il a
on va dire, aucune connaissance sur l'identité de Benfica. Il sait pas comment ce club se comporte quand ça perd au niveau des supporters. Il ne sait pas se mettre le public dans la poche. Il ne sait pas communiquer auprès de son public. En fait, tu sens qu'il y a une approche culturelle qui est complètement opposée et qu'en fait, sa mentalité va le trahir à un moment donné. Et pour moi, le point de non-retour, et je pense que vous êtes d'accord, c'est le 5-0 contre Porto. Et quand il dit que je vais pas m'excuser parce que j'ai pas fait exprès. Et que le président, en même temps, 5 minutes après, s'excuse devant les caméras du résultat. Son président et son joueur disent tout, on dit tout et son contraire, et c'était le premier aveu de faiblesse. Et donc, forcément, le découlé, moi, je pense qu'après Porto, il doit partir. Mais je pense que si tu as un coach et même pour le président, même pour la présidence, ça aurait été plus intelligent. S'il part, tu as le temps d'aller chercher un coach et de démarrer un nouveau projet sur. Il y en revient même. Le projet, ça peut pas être le coach, mais bref. Mais aller chercher un coach qui peut te relancer la machine. Et il est parti dans un truc, pour moi, je pense qu'il y a eu de l'ego à ce niveau-là. C'était garder Roger Schmidt à tout prix, mais sans en fait gommer tout ce qui avait été fait. Sans gommer la communication, sans gommer les erreurs de recrutement. Au final, sur ce mercato-là, tu vas chercher Pavlidis, mais tu lui enlèves Neres, qu'il aime ou pas. Tu enlèves Marcos Leonardo, qui est arrivé 6 mois avant. Tu enlèves Morato, tu enlèves pas mal de monde. Et tu lui donnes Best. Enfin, on voit bien que Best, c'était Schmidt, parce que 6 mois après, il part. Et pour moi, tu l'empales de nouveau. Et en fait, on savait très bien qu'au moindre mauvais résultat, tu relançais un incendie, en fait. Tu remettais de l'huile sur le feu, et premier match, super. Quatrième match, tu fais nul à Moreirense. C'est impossible. Je pense que si derrière, tu fais pas ça, c'est limite, il y a un incendie chez lui. Hein. Et surtout, on parle beaucoup de la défaite face à Famalicão, qui est une très bonne équipe, mais on pouvait pas, c'est impensable pour Benfica de perdre 2-0 face à Famalicão. Mais comme a dit Phil, c'était sûr avec le match amical, surtout face à Fulham, que dès qu'on allait affronter une équipe, ne serait-ce un minimum compétente en ressortie de balle, qu'on allait reprendre un bouillon comme la saison d'avant. Et c'est surtout aussi les 2 victoires de Stade Rouge qui sont des victoires, mais qui sont très démonstratives que l'avenir ne promet pas de nouvelles choses, parce que la victoire face à Charles Mado, là, on gagne 3-0, mais c'est super pauvre dans le jeu. C'est vraiment Donia Balak. On quoi? Casapia, pareil aussi. Ouais, non, on gagne 3-0 face à Casapia, je me suis trompé, et ensuite on gagne 1-0 face à Charles Mado, là. Et le jeu il est complètement amorphe. Si on donne à Prestiani et qu'il nous résolve les choses, on prie pour une entrée de Thiago Gourveil et il nous résolve les choses. Mais ça se voyait que ça allait péter. Et dès le premier résultat négatif après cette victoire, donc le match nul face à Moreirense, et encore avec un penalty vraiment qui tombe du ciel, la décision elle était prête tout de suite. Mais il y a même la vidéo qui démontre directement que ça va se finir, vu qu'il y a Recosta qui, je crois, qui sort directement du stade avant la fin du match, ou un truc comme ça. Mais c'était dès la décision de le garder, ça se voyait que ça allait péter d'un moment à l'autre. Et je comprends pas comment Recosta enfin, si, pour moi, c'est juste qu'il a, comme tu as dit, Dani, il a de l'ego, il voulait garder cet entraîneur jusqu'à la fin du mandat, mais c'était peine perdue. C'est bien expliqué. Et derrière, on passe sur le coach qui, pour moi, encore aujourd'hui, je veux dire, c'était pour l'état du club, parce qu'il y a toujours un contexte. Parce que je sais qu'il y en a qui auraient voulu voir X ou Y entraîneur, sauf qu'en fait, il y a des élections qui se passaient un an après, donc en octobre 2025, et tu pouvais juste pas te permettre de balancer. Enfin, il n'y avait aucun entraîneur, je pense, qui allait venir pour un an. Outre un entraîneur de la maison qui connaît bien le club, la structure. Et la liste, ça se réduit considérablement en prenant l'équipe en septembre. Sans pré-saison, avec aucun choix qui a été fait de sa part. Et franchement, vu les choix qui ont été faits en janvier, tu te dis que c'est peut-être pas plus mal qu'il ait eu à décider dessus. Et donc, les choix, c'était moi vraiment. Il n'y avait que deux noms possibles. Hein. C'était lui et Paiv. Paiv étant son contrat et jouissant pas, on va dire, pareil, du CV, parce que je pense que Recosta s'est regardé le CV. On s'est dirigé sur Bruno Lage pour la mission un peu kamikaze, et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, écoutez, on aura essayé. Et la suite, on va en parler tout de suite. Il arrive, il commence, il me semble, contre Santa Clara, victoire. Il va en Ligue des Champions, Serbie, victoire. Et là se dessine un schéma de jeu qui est différent de ce qu'on avait avant avec Schmidt.
et qui part sur un 4-3-3. Je crois, le premier match, on a même droit à Rollaser dans l'axe. Et après, je vous laisse la main, Philippe. C'est le début. Bah, écoute, ouais, il est mis là, comme tu disais, faute de mieux, parce que au niveau du contexte, quelqu'un qui puisse comprendre le club et les problèmes, seulement ceux du terrain, hein. J'exclus les problèmes de structure, parce que je pense qu'ils sont dans le déni et ils ne se rendent pas compte des problèmes qu'il y a et que nous, on sait et on voit, qui ne touchent pas d'ailleurs que le football, mais tout le club en entier. Donc pour parler que terrain, ils ont dû se dire: «Bon, ouais, il y a pas 15 000 noms», et je pense même, je sais même pas si Ronald Paiva, il était dans leur petit papier, parce que, ils ont dû se dire: «Bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? C'est Verissimo ou Bruno Lage?» Ça s'est pas super bien passé la première fois avec, Verissimo, enfin pour Rui Costa, du coup. Et du coup, on va partir sur ça, et moi j'ai été persuadé, d'ailleurs au lendemain de la défaite contre Saint-Maricain, je dis: «Putain, mais c'est n'importe quoi», genre, même là tu mets Bruno Lage, il est champion, à l'aise, tu vois? J'étais peut-être un petit peu optimiste, et à ce moment-là, Sporting a encore, Ruben Amorim, donc, mais moi je suis persuadé qu'avec l'effectif qu'on a à ce moment-là, je me dis: «Mais on est champion, tranquille», tu vois? Sauf que moi, je suis persuadé que quand l'âge, il arrive, on va avoir le l'âge, version 1 que Nenny. Rien du tout, parce que au final, on n'a même pas le même type de football. C'est-à-dire que la première année, enfin le 1er passage, on a 4-2-3-1 avec un électron libre derrière l'attaquant, un jeu très vertical, un jeu central où tu as beaucoup de triangles qui sont formés. Tu as beaucoup de jeux directs, mais il y a beaucoup de jeux de position. Là, cette année, on n'a quasiment pas eu de but euh, venant de jeux de position. C'est quasiment que de la transition. Alors, l'effectif est différent, mais pardon, quand tu passes de Seferovic à Pavlidis, il y a quand même un énorme upgrade. Et je pense que si tu prends point par point, l'effectif est meilleur et a de meilleures solutions que lors de son premier passage. Parce que rappelons quand même que le gars est champion et récupère 7 ou 8 points avec des milieux de terrain, Gabriel, Tarabt, enfin Ferro, c'était quel joueur? Pas du Nord. Enfin, ça fait flipper limite. Almeida latéral droit. Enfin, t'as du coup. Capitaine, Capitaine. capitaine du latéral droit. Et donc ouais, là, il arrive, il gagne contre Santa Clara, pareil 4-1, un peu comme le match contre Real, le premier passage. Donc tu te dis: «Ah, peut-être». Parce au final, tu te rattaches à tout. Tout le moindre truc fait que tu te rattaches. L'Étoile Rouge, premier match de Ligue des Champions, tu te dis: «Bon, là-bas, c'est relou, mais c'est un adversaire qui est accessible». Tu mènes très rapidement 2-0, et au final, après, tu as le droit à la première entrée de Caboret et tu claques des fesses jusqu'à la fin. D'ailleurs, sa réaction de fin de match en mode de réagir avec poing serré, avec autant de véhémence, c'est la première fois qu'on le voit autant démonstratif. Et on se dit: «Mais Dis, il est dans un perso. waouh!» Il est dans un film. Moi, c'est. Soit ça, soit il est vraiment venu en mode en mission, en mode j'aime vraiment le club, mais tu dis c'est bizarre parce que c'est pas lui, tu vois? Ou alors peut-être il a changé de par ses expériences à Wolverhampton et Botafogo. Mais prends tout ça, toutes ces images et tout, ou de ses débuts, où il est expressif, il montre de l'envie, il va voir les supporters, il court jusqu'aux supporters en Serbie et tout. Ce côté, il faut qu'on récupère les supporters de notre côté. Et maintenant, tu te mets le match du titre, Nalouge, contre le Sporting, et tu prends juste sa conférence de presse, et tu te dis, mais comment le personnage du début, il prend pas forme au moment où il doit être le plus présent. C'est-à-dire que sur cette conférence-là, tu as Monsieur minimaliste, Monsieur je ne vais pas prendre de risques, Monsieur le prochain match c'est le plus important, Monsieur c'est que 3 points en jeu limite. Et tu te dis, et au début de saison, il te fait un spectacle, un show à chaque fois. Je me souviens, alors, au moment des audios, alors là c'est vidéo gag, chaque match c'était je mime les gens qui doivent sauter. Il se mettait au bord de la touche, il faisait mime, il imitait les joueurs quand ils devaient sauter par rapport aux audios, ce qu'ils disaient. Il a arrêté. Bah, c'est une folie. Et c'est là où je me suis dit, son premier passage,
moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était ma crainte, si vous voulez être peut-être un grand coach, mais finalement, il manque beaucoup de choses pour être un grand coach, c'était le côté identité. Qui es-tu? Quel coach tu veux être? Est-ce que tu veux juste être le coach finalement qui prend des idées à droite à gauche, mais derrière, en fait, tu n'as pas vraiment de patte et tu n'arriveras jamais à step up et être vraiment un coach de grand club? Quand quand tu regardes une équipe jouer de Ruben Amorim, tu vois pas sur le banc, tu sais que c'est Ruben Amorim. Sergio Conceição dans son style, c'est la même chose. Et des coachs comme ça a une patte, ça a une certaine patte, tu vois. Et je me suis dit, s'il fait pas ça, et même au niveau de sa communication, ça va devenir un mec standard. L'année qui a suivi, bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Même si tu fais si très bon au niveau des résultats, parce que en contenu, pour moi, c'est très mauvais. Et c'était ma crainte là. Et pour moi, c'est là où ça m'a choqué, c'est qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris et il s'est même enlevé, pour moi, un truc qu'il avait, c'était le coach de la formation. Aujourd'hui, Rui Vitória a lancé plus de joueurs que Bruno Lage. Je vais pas dire que lancer et s'affirmer. Rui Vitória, je prends dans l'ordre. Quand il arrive, il a Renato, Guedes, Semedo, Ederson, Ruben Dias, Lindelof, Jetson. Je vais pas lui mettre Félix, mais il en a déjà 7. Et je crois que j'en oublie. Tino, non? Tino, c'est pas lui, ça? Tino, c'est pas lui, c'est là. Nous, c'est Bruno Lage. Ouais. Tino, c'est Bruno Lage. Ouais, sur le premier passage. Ouais, bon, et lui te dira qu'il a Jean-Félix, même s'il l'a mis. Ouais. Et tu vois, mais moi, c'est vrai qu'il a lancé, mais c'est pas affirmé avec lui, donc je le compte pas, tu vois. Bruno Lage a pris un biais, je suis là avec Florentino, je te mets Jean-Félix, si tu veux, je te mets Ferro, et c'est tout. La saison qui suit, si tu veux, on te met Nuno Tavares, on te met Thomas Tavares, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché réellement. C'était parce qu'en fait, à l'époque, la direction, c'était Vieira, et qu'on te disait, tu vas faire avec ce que tu as. C'est pour ça que tu as même David Tavares qui joue en Ligue des Champions. David Tavares. Ça n'a aucun sens. Que je joue contre les Moi, je Tavares aussi. mais Thomas Tavares, il joue en championnat. Tu sentais que il avait pas ses champs, il l'a mis, tu vois. Mais Voilà, le premier match, il le met contre Leipzig en Ligue des Champions. ouais, titulaire, etc. Mais moi, je le voyais plus comme un pari qui voulait tenter. David Tavares, c'est pas un pari, c'est juste, je monte mon produit en Ligue des Champions, mais il va jamais jouer parce je crois, il joue jamais en championnat. Je suis quasiment sûr qu'il ne joue jamais. Un mec qui joue pas en championnat et qui joue en Ligue des Champions, ça n'a aucun sens. Et là, tu sens que j'écoute mon boss. Mais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Et là, avec Rui Costa, t'es sur un mec qui lui dit, en gros, c'est toi qui gères. Et quand il a dû gérer, et selon moi, il avait matière à faire ce qu'il voulait. Hein. Son entraîneur en équipe B, c'est Nelson Viresemo. C'est son entraîneur adjoint de base. Et l'équipe B, pour moi, elle a fait son meilleur classement cette année, 4e, etc. Hugo, je sais qu'il a suivi. Et Philippe, je pense que tu n'as pas vu tous les matchs, mais je sais que tu as suivi quand même un peu. J'ai suivi, ouais, mais j'ai pas pu voir tous les matchs. C'est une catastrophe au niveau des joueurs qui doivent être promus en équipe A. Il suffit de voir les joueurs qu'on va voir pendant le mondial des clubs. Prenez juste combien de joueurs ont mis un pied en B en tant que titulaire sur la saison. Là, actuellement, tu as Priost, Nuno Félix, mais c'est blessé, et Winder. Et André Gomes. Allez, André Gomes, on le met dans l'eau. Tu en as 4. Leandro. Leandson, mais c'était pas son titulaire, c'était Spencer. C'est ça qui m'a chagriné. Il y a plein. Début de saison. Mais pour moi, jusqu'à décembre, c'est Spencer qui est devant Leandro Santos. Après, il va en A. Et de temps en temps, il va avec la B. Et c'est que vraiment pour moi, sur les 2-3 derniers mois, qui vraiment joue régulièrement en tant que titulaire en B et qui performe énormément. Le match qu'il fait contre l'Aigri, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu d'un latéral droit en B. Mais avant ça, sinon, il ne jouait pas. C'est pas quand il va avec le Bayern, il fait rassembler avec le Bayern et que c'est Caboret qui joue. Et pour moi, ça, c'est un des matchs. Je pense que c'est la catastrophe de l'âge cette saison. C'est la manière dont il apporte Bayern. Et pour moi, c'est honteux carrément. C'est une honte. Et Leandro Santos fait partie du groupe. Le week-end qui suit, c'est Spencer qui est titulaire en B. Ça n'a aucun sens. Si t'as Leandro Santos qui est avec le groupe pour la Ligue des Champions, il doit être titulaire en B. Si le coach ne. En fait, moi j'adore Spencer. Hein. Bon, pour moi, Spencer pouvait être avec la A à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il en est plus capable, mais il avait un potentiel pour. Si c'est pas l'idée de Bruno Lage, remplaçant Leandro Santos. Ce qu'il fait depuis 2 mois, ça devait être fait déjà depuis plusieurs mois. Et ça, ce cas-là, tu t'en as sur plusieurs cas. Et tu verras que là, Prios va jouer, je pense un peu durant le mondial des clubs, mais João Vlos et Raphaël Luis avec le groupe, ils n'ont pas eu le nombre de temps de jeu et les conditions pour performer de la saison, pour se lancer en A. Là, ils sont pris dans le groupe, etc. Dieu merci. Mais comment ça va se passer la saison? Est-ce que c'est pas juste du show-off et on repart sur de la B et finalement,
tu montes toujours personne de la baie. Moi, je pense qu'il y aura Winder parce qu'il a fait une grosse saison, mais t'as pas beaucoup de noms. Ça fait 2 saisons que tu ne montes personne de la baie sur la A. Donc moi, c'est ce qui m'a déçu. Et après, je vais vous passer la main sur le point que je vais vous donner. C'est moi, la première claque que je prends de l'âge, c'est le match contre le Bayern Munich, où pour moi, vraiment, je me suis senti mais blessé quand j'ai vu l'équipe engagée et se mettre en bloc bas pendant tout le match. Et je me suis dit, mais est-ce que ce mec qui a fait toute sa vie au Benfica est vraiment sérieux de venir en Allemagne et de me pondre un match comme ça? À la fin, t'entends, oui, on a perdu 1-0. Si ça avait marché, ce serait pas le même discours. J'aurais eu honte de gagner dans tous les cas de cette manière-là, en sachant qu'il n'y avait pas de match aller-retour, qu'on ne défendait pas un score. C'est-à-dire que Benfica a décidé dans un match européen de jouer comme une petite équipe de bas de tableau d'un championnat et d'attendre. Et franchement, on n'a même pas été dangereux. J'ai pas eu une occasion vraiment flagrante. On n'a rien fait du tout. Et pour moi, c'était sa carte de visite. Voilà. C'était pour dire, je n'ai rien appris. J'ai fait des aventures en Angleterre et au Brésil. Si, il a appris d'une certaine manière. C'est peut-être dans un contexte Wolverhampton, et je vais peut-être le bas de tableau, se dire qu'il pouvait se permettre de faire pareil avec Benfica quand il affrontait des grosses équipes. En mode Wolverhampton, Liverpool, un truc comme ça. C'est pour moi inconcevable. Les matchs qu'il fait contre Barcelone, etc., c'est des matchs qu'il doit prendre. Et d'ailleurs, j'espère que sur le 3e match du mondial des clubs contre le Bayern, on verra pas du tout le même match qu'on a eu en Ligue des Champions. Pour voir s'il a compris un peu le message. Mais je demande à voir. Je sais pas si vous, c'est la première claque que vous prenez pour l'âge, mais moi, en tout cas, c'est la première. Moi, juste pour, je vais un peu faire l'avocat du diable avec Bruno Lage parce que je pense pas que ce soit dans cette saison. On va revenir ensuite à la fin de la saison et faire les comptes, mais je pense pas que ce soit le plus gros coupable parce que quand il prend quand même un effectif dont il l'a pas hérité, enfin dont il a hérité, mais dont il n'a pas choisi ni les recrues ni les joueurs qui étaient installés. Pour revenir sur ce que Phil a dit, sur ce que toi t'as dit, Dani, sur le show-off, moi je pense plutôt que, je sais pas si c'est la direction qui lui a dit, mais je pense qu'il a dû se dire, la communauté, elle est complètement brisée parce qu'il y a un coach qui comprenait pas comment Benfica fonctionnait. Donc je vais un peu surjouer toutes mes communications, comme on l'a très bien vu dans l'annonce où il dit je veux jouer et je veux gagner et bien jouer, et le show-off, etc. Même en vrai, la célébration de Di Maria avec l'Union, tout ça, ça se voyait vraiment qu'il voulait juste créer le pouvoir de l'amitié et pas juste se fixer sur des trucs très tactiques. On l'a très bien vu, le 4-3-3, c'est vraiment, déjà c'est un système que les supporters réclamaient. Il s'est dit, je vais mettre ce système qui est un peu simple à comprendre pour les joueurs et on verra au fil du temps comment ça va se dérouler. Moi, le truc dont je pensais Bonola, il avait évolué par rapport à son premier passage à Benfica et dont je vois, finalement, il n'a pas évolué, c'est la gestion des matchs et les remplacements La lecture. qu'il qu'il peut faire, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a déçu de la part de Bruno Lage. Le gros match que j'ai en tête, c'est le match face au Barcelone, où pour moi, tu as l'occasion de faire une des meilleures victoires de tes dernières années en Europe, parce que battre ce Barça-là cette saison, c'était pas impossible, parce que le Borussia Dortmund l'a fait, mais en janvier, au moment de la saison où on était, ça allait être une victoire vraiment très convaincante. Et finalement, tu fais ces 2 changements à la 71e minute qui brisent complètement le match. Et finalement, tu finis par prendre une remontée, une remontada à Benfica. Et aussi, il y a plein d'autres matchs où tu fais des changements, où ça brise le rythme. Et franchement, c'est vraiment ça qui m'a, euh, qui m'a déçu de Bruno Lage. Et je pense que soit il n'a pas évolué, soit il a très très peu évolué pas depuis le premier passage avec Benfica. Et c'est dommage. Mais comme je répète, c'est pas le plus gros coupable de cette saison. Ouais, et moi, il y a juste un truc où, par rapport à ce que tu dis, c'est ton premier argument sur voilà, la volonté de vouloir rassembler les supporters, etc. Alors moi, ça, je l'entends. Mais toi, par exemple, sur le premier passage, tu l'as aimé. Enfin, tu as apprécié l'homme, l'entraîneur, etc. Enfin, moi, c'est le cas, tu vois. Est-ce que toi aussi? Moi, oui, même si vers la fin, ça se voyait que je pense qu'il en avait marre du matraquage médiatique et que du coup, il s'est un peu laissé aller. Et je pense que n'importe quel entraîneur serait laissé aller vu c'était une boule de neige vers la fin. Mais Donc, toi, tu l'as apprécié. Toi, tu oui, l'as apprécié. le comportement simple qu'il avait épuré, là, j'aimais bien. Et J'ai eu et donc, du coup, on est d'accord, on l'a apprécié pour les mêmes raisons. Et donc, du coup, pourquoi, quand tu reviens, t'apportes pas
la même posture, la même communication pour être supporter. Alors, c'est justement ce qui a marché la première fois. C'est que quand il remplace Rui Vitória, il remplace aussi quelqu'un, enfin, c'était le même schéma, hein. Entraîneur cramé, qui fait la saison de trop, et qu'on lâche à 7 points de la première place. Il vient, normal, il fait son taf. Il a une communication c'est pas révolutionnaire, mais elle est très bonne à ce moment-là. Pour celui elle est très très bonne. Et il s'invente pas un personnage. Il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Et il n'a pas eu besoin de réclamer ou de solliciter ce besoin de liaison entre les supporters. Il l'a eu naturellement. Il l'a eu via ses discours. Et moi, c'est pour ça que je te parle de show-off, parce que il n'avait pas besoin de tout ce spectacle pour avoir les supporters dans la poche. Il n'avait pas besoin de courir vers les supporters en Serbie pour les avoir avec eux dans la poche. Il vient devant un claque. Il appelle les joueurs pour leur dire d'applaudir la tribune. C'est suffisant. Courir, venir sauter avec eux après un match contre l'Étoile Rouge, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est pour moi, c'est là où pour moi, comme tu dis, je pense qu'il y avait aussi il sentait ce besoin-là. Il connaît le club, etc. Mais ça a été mal joué de sa part, parce que le côté Di Maria, je te fais une célébration, elle est sympa la célébration. Mais tu sentais que c'était beaucoup trop de show-off, alors qu'en fait, ça, t'en avais besoin depuis longtemps. Et moi, ce truc un peu à l'image du club, de réagir, mais tout le temps, parce enfin, d'être plus dans la réaction que dans l'anticipation, c'est pas bon. C'est jamais bon. Ça marche, et ça marche C'est un jamais. peu l'histoire du club depuis ces dernières années, hein, c'est de ne pas faire de planification et il y a un problème, donc on va réagir, mais ensuite ce problème va engendrer un nouveau problème et c'est comme ça depuis déjà 3, 4, 5 ans. Totalement. Phil, toi, je sais pas si tu voulais rajouter un point sur ça. Non, alors moi, par rapport à ce que tu disais, par rapport au match du Bayern, le premier, la première gifle que je prends, c'est face à Feyenoord, parce que c'est avant. C'est vrai aussi. Et en fait, alors, ce match-là, à la sortie du match, je me dis, bon, parce que parfois ça arrive au cours de toute une saison, il y a des matchs où tu passes à travers. Bah, tu vois, par exemple, l'Inter, en finale, ils sont passés complètement à côté, ils ont été dominés par plus fort. Je me dis, bon, peut-être que juste aujourd'hui, c'était pas notre jour et on est tombé sur une équipe qui était bien organisée. Et vas-y, pourquoi pas. Le problème, c'est que on reçoit on reçoit, c'est très important. On reçoit un Feyenoord qui a beaucoup d'absents, Santi Jiménez notamment, qui est blessé, et je crois il y a un central, je crois que c'est Flamingo, mais je suis pas sûr. Bah, ils ont 2-3 joueurs importants, titulaires qui sont pas là. En championnat, ça va pas, des masses, et les premiers matchs de Ligue des Champions, c'est pas exceptionnel. Au final, ils iront battre, le Bayern, comme quoi. Je sais plus, un bail de 3-4-1 ou un truc comme ça. Ils iront perdre contre Lille. Lille qui aura battu Atlético, Real et Corée. Donc, non seulement, voilà pourquoi moi j'apprécie ce nouveau format de Ligue des Champions, parce que, étant des fans de Football Manager, on l'avait pratiqué déjà un petit peu nous. Et c'est vrai que c'est un format où tout le monde peut battre tout le monde. Moi j'aime méritant, quoi. comparer. Bah oui, parce que quand tu mangeais, je sais pas, tes chapeaux 3, tu mangeais un gros chapeau 1, un gros chapeau 2, tu sais que tu es quasiment dans la merde. Alors que là, bon, bah là, c'est si toi, tu fais ton taf, potentiellement, tu peux t'en sortir. Et là, ce match-là contre Feyenoord, je me rappelle de Ueda qui nous a tout fait, quoi. Et alors que c'est attaquant remplaçant de Jiménez, voire parfois troisième attaquant derrière Carranza. Et ce match-là, il nous a tout fait. Et plus l'autre Coréen qui est sur le côté, je n'ai plus son nom là, mais ils nous ont tout fait. Et ce match-là, je me dis, ah ouais. Dans la Toscane, t'avais l'impression qu'il y avait un monde. Même techniquement, c'était juste, ça jouait en une touche de balle, ça allait vite vers l'avant. C'était affligeant. Moi, ce match-là, il m'avait marqué aussi. Je l'avais plus en tête, mais pareil, je m'étais dit, un faux pas, ça arrive. Un faux pas, allez, Ouais. comme ça peut arriver, tu vois. Mais à la limite, je préfère perdre comme ça. Et vas-y, ils étaient mieux organisés, ils ont mieux joué, tout ça, que te prendre 54 frappes, de pas sortir de ta surface, et tu perds que 1-0 parce que ton gardien fait des arrêts de malade mental, et parce que tu peux pas obtenir un résultat si ta seule frappe, c'est une frappe du milieu de terrain
parce que le gardien adverse est un peu trop avancé et en plus, je crois qu'elle fait 0,03 XG. Genre, c'est lamentable. Je t'envoie Giro Vicente, je suis pas sûr il soit aussi honteux dans le contenu. Et surtout, tu as toujours ces mêmes moments d'absence que tu as parfois durant les matchs où tu sens que l'équipe, elle ne joue pas, elle a l'arrêt complet, que ce soit à la relance. Généralement, à la relance, ça débranche. On n'arrive pas à relancer, que ce soit de manière courte ou longue, mais ça, on va souvent forcer sur le court en mettant Florentino en galère. Moi, j'ai le match Inalouche contre le Sporting récemment où on peut prendre 2-3 pralines à l'entrée de la surface parce qu'on ne sait pas relancer. Et là, tu dis, tu as toujours ces moments d'absence que tu vois pas chez les autres, mais chez nous, tu les vois constamment. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu cette année, c'est que Neuve-Rouge, j'ai eu l'impression que les mecs avaient peur de jouer à domicile devant le public. J'ai un nombre de matchs comme ça, tu vois, le Benfica Barcelone, le 4-5, je comprends pas que ça soit. Et ça, je pense qu'on va faire un podcast sur l'ambiance Neuve-Rouge parce qu'il y a des choses à dire. Mais ce truc d'être à 4-1, Des dieux d'affaires complets. c'est une folie. Je sais plus si c'est à 3-2 ou 4-1. J'ai plus le résultat à ce moment-là. C'est allé vite. 4 ans. Il y a Il y a 4-2, je crois. 4-2, ça fait 5 Ouais. passes. À 69. Mais t'es bien. T'as Orsnes qui met Pedri, selon moi, dans sa poche, qui fait un match magnifique. Il sort. Et là, c'est la dégringolade. T'as Barreiro qui rentre, mais le poulet sans tête. C'est le but de Rafinha. Je pense que ça ressemble à la télé. Le but de Rafinha, tu te dis, mais c'est vrai, c'est magnifique. Je n'ai pas les buts. Je n'ai pas les. J'étais au stade, j'ai pas vu le but. J'ai pas vu le but, j'étais au stade. C'est une folie. Mais ça m'étonne pas. Mais parce que c'est le but de toutes les équipes engagées en Ligue des Champions. Il y a qu'à nous que ça peut arriver. Parce que toutes les autres équipes, la balle, elle va taper la tête, elle va sortir, tu vas dire, oh, presque but. Nous, la balle, elle est parfaitement dosée au niveau de la tête, elle va se jauger. Tu percutes son crâne comme ça, mais qui tombe limite. Bam. Impossible pour que le gardien il a cherché. C'est Ça relance le match. quel eau. Ça relance le match. Et en fait, non seulement ça relance le match, et je suis persuadé que dans les tribunes, les gens ont commencé à se dire, Moi, c'est mode. allez, Bah, ça te fait un magnifique, ça aussi, ça. Ça le but. ça c'est les trucs, c'est les aléas qu'on peut pas forcément dire. Mais moi, j'ai le moment où. En fait, je regardais. Parce qu'il allait faire des changements. Donc, je regarde, allez, 2 secondes. J'essaie de voir qui va rentrer, etc. Et là, j'entends un bruit. Genre, tu sais, en plus, je suis de l'autre côté. Et j'entends un bruit sourd, genre des gens qui fêtent. Et là, je bug. Je fais, il se passe quoi? Je regarde. Je vois le ballon. Il y a un joueur de Barça qui l'a dans les mains. Je vois ça. Il y a eu un but. Et genre, vraiment, on n'est pas genre 2-3. On est peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, voire plus, à se regarder en se disant, ils ont marqué. On comprend pas comment ils ont marqué. Là, il sort son portable, il nous montre. Je me dis, mais non, ils ont pas mis ça. Et je me dis, mais j'ai jamais vu un but comme ça chez nous. Je suis là depuis 27 ans, montrez-moi des buts. J'en vois pas. Ça n'existe pas à l'inverse. Mais nous, c'est comme ça, c'est cadeau sur cadeau. Et on fait la même, je crois que c'est contre, en janvier, pareil. Amador, on fait la même chose. Troubine, il envoie une relance. Ça part plein axe. Pavlis, il te remet limite la balle dans la zone de Trubine et bam, c'est but. Et à cette période-là, c'était limite, on encaissait un but par match, 2 buts par match minimum. Et t'encaissais. Comme ça, à la ramasse. Et tout se passe bien. Et tu perds. Enfin, tu perds pas, mais à part en Ligue des Champions. Mais moi, c'est ce qui m'a frustré. C'est que tu vois, et voilà, c'est peut-être ça aussi le point. Moi, j'ai pas vu l'équipe réellement évoluer collectivement. J'ai eu des périodes où ils étaient peut-être sur la phase de mars où ils étaient meilleurs. Ça enchaînait bien et c'était intéressant, etc. Et c'est sur une bonne dynamique. Je pense qu'on a la meilleure période, ouais, jusqu'à peut-être le match contre le Sporting de Rouge. On est plutôt pas mal. Le match contre Guimarães. Mais, par exemple, individuellement, j'ai pas vu Bruno Lage améliorer considérablement des joueurs. Carreras, pour moi, je vais pas dire c'est naturel, mais il progressait déjà en début de saison et il a été sur une continuité. On peut lui donner ça. Pavlidis, c'était de l'adaptation pour moi parce que les bons signes, on les voyait depuis le début. C'est pas Bruno Lage qui l'a fait passer un cap, selon moi. Il l'a aidé, mais c'est pas le game changer à ce niveau-là. Ouais, mais c'est le match contre le Barça, c'est le déclic. donc ça. Le hat-trick, c'est bon, ça rentre. À partir de là, il a déroulé. Et tu vois la ligne, tu fais Antonio, non. Il fait une bonne. Moi, par contre, je suis pas aussi dur que tout le monde. Moi, je trouve qu'Antonio Silva fait une bonne saison. Loin des standings de la première, toujours. Mais elle est pas mauvaise, la saison. Pour moi, elle est pas mauvaise. Mauvaise, c'est peut-être pire. Il a des moments de trou.
Et pour moi, c'est le genre de. Tu vois, c'est un peu comme finale de tasse. Le tacle à la fin, Ouais. on va se résumer le match à ça. Moi, pour moi, et c'est un des meilleurs sur le terrain jusqu'à ce moment. C'est le meilleur pour moi. Pour moi, il fait un match. Doukas, on le voit pas, il voit pas le jour. Et voilà. Thomas Araujo, c'est latéral droit. Il n'est pas son poste. Voilà. Il est pas mauvais, hein, mais c'est juste pas là qu'il doit être. En carrière, on en a parlé. Troubine, c'est pas vraiment son job, mais il le met pas dans les meilleures conditions. Il n'est pas bien accompagné, selon moi, surtout sur ce qui lui est demandé. Florentino, pas progressé. Koksu, il fait une bonne saison, mais on est pour moi encore loin de ce qu'un Koksu doit proposer à Benfica. Orsnes, c'est le pompier. Il fait une bonne saison, mais elle est peut-être pas au même niveau que les deux autres, mais c'est le pompier. Il doit presser pour Di Maria, il doit équilibrer pour tout le monde, il doit faire latéral droit. Enfin, comme d'hab, c'est tout et n'importe quoi. Di Maria, pas bonne saison. Aktürkoğlu, il est arrivé à un niveau, c'est quand même à la fin. Ouais, tu vois, c'est cyclique. Genre, à un moment donné, ça se passait bien. Il vit 4 mois de trou et à la fin, ça se passe un peu mieux. Et pas Vidis, comme on l'a dit. Donc, sur le 11, t'as personne. Sheldrop, il a pas progressé. Enfin, il a progressé, mais il devrait être à un autre niveau. Pour moi, Sheldrop, il devrait déjà être titulaire dans le 11 et pas bouger. C'est-à-dire, on devrait déjà être en train de se dire, est-ce que Costa va nous faire le coup de nous le vendre pour 50 millions? Bon, on est même pas à la moitié de ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Prestiani, il est au placard, mais même dans le placard, il y a un autre placard, et dans ce placard, il y a encore un autre placard. Et donc, peut-être qu'à un moment, on va le voir, mais c'est pas sûr. Et quand il sera ailleurs. Il est même pas titulaire dans le placard. Non, non, parce que dans ce placard-là, il y a Svillar, et après, il y a un autre placard où il est dedans, où ils se croisent, tu vois. Et Svillar, il dit, mais t'inquiète, je suis devenu meilleur gardien en Serie A, mais ils m'ont pas fait confiance. Donc, c'est ça, c'est encore un autre niveau. Et comme ça, en jeune, Andros Santos, c'était le choix pour la A, en janvier, mais roulement de tambour. Il a quasiment jamais joué. À un moment donné, il a fait 2 matchs, il joue pas après. Donc, t'as quasiment. Mais à côté, t'as des gars comme Jean-Rég qui jouent des matchs et des bouts de match. Bon petit joueur et bon petit gamin au demeurant, hein. Mais et il passe devant Prestiali et il rentre sur des matchs. Bah tu comprends pas, comment, tu comprends pas pourquoi. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il rentre contre le Barça, je crois même contre le Bayern, enfin même en Ligue des Champions, dans certains matchs en championnat. T'as des Nuno Félix qui débutent en pro. Priest. Et même si je me mets dans la peau de Prestiani, je me dis, je suis dans un club de fous. Donc, au début de la saison, je suis titulaire presque indiscutable. ECBO Cup, je suis traité même comme une star. Ensuite, il y a un nouvel entraîneur. Bon, allez, je vais manger mon caca, je joue en B, je fais des bons matchs en B. Après, j'ai enfin une opportunité en demi-finale Coupe du Portugal. Je performe et après, je reviens dans le placard et après, la saison prochaine. Mais c'est un club de fou. C'est un Non, club de il y a des gens qui disent, bon, Prestiani doit quand même faire ses preuves. On parle, Prestiani, c'était un des plus gros cracks argentins. Enfin, même Phil, peut très bien le confirmer. Et il était voulu par des très gros clubs. On a eu la chance de le vouloir. On a fait une vidéo d'annonce avec des Aymar, des maillots avec Aymar, Enzo Perez, etc. Finalement, C'est sympa, mais c'était bâclé quand même, hein. Oui. Au moins, on atteint pas. T'as une fois vu la pour ce ça vaut mieux. On préfère ça à la présentation de Zekam Denis avec des couteaux suisses et. Le couteau suisse, c'est le chocolat. Non, mais attends, mais la Rolex. Celle de Best, ils ont fait venir un magicien. C'est une Vous folie. vous souvenez de ça? Ça, c'est exceptionnel. Je pense qu'il faut. C'est le même magicien qui a aidé pour le vol d'argent de Vira. Il faisait pareil. Il venait, hop, l'argent, il n'y a plus d'argent. Voilà. Il participait aussi. Ouais, là, c'est lunaire. Moi, mais en fait, Prestiani, c'est un message pour un jeune qui est à l'étranger. Il y a plusieurs clubs qui me veulent. Benfica, ok. Comment il gère les joueurs? Ah, ok. Un coup, ça gère bien, un coup, ça gère mal. Ça refroidit. Shedrup qui se fait tailler par le président d'Amez Assembly de SAD sur une interview après un match contre le Sporting. On est chez les fous. Le mec descend un actif du club. Alors que déjà, pourquoi tu parles de ce sujet-là? Déjà, c'est lunaire de 1 et de 2, tu t'attaques au mec. Limite, tu peux le croiser si tu vas au Seychelles. Et après, si tu parles avec lui, moi, je travaille pour le club et je t'ai descendu sur une radio. Enfin, on est chez les fous. Et c'est toujours un peu, c'est qu'on va aller attaquer ce genre de joueurs et on va laisser ceux qui doivent être peut-être pour moi plus critiquables. Par exemple, un joueur comme Bruma, qu'on puisse justifier sa présence, c'est lunaire. Mais bon, passons, j'ai même pas envie d'aller aussi dans le truc. Mais
Mais non, c'est un modèle de gestion. Moi, c'était un des points de cette saison, c'est le manque de progression à niveau individuel et collectivement. Euh, Tu vois, je peux pas dire que cette saison, c'est peut-être une base, mais je pars pas confiant pour la saison prochaine. En me disant, on a une base qui est intéressante. Tu vois, là, on attaque le mondial des clubs, que Di Maria joue titulaire. Pour moi, c'est un non-sens total. S'il joue titulaire, c'est un non-sens total. Le mec part, à 3 matchs. Tu sais que, hormis le match contre l'Atlético, qui est un épiphénomène, forcément, parce que ce match-là, pour le coup, l'Atlético fait un match complètement sans, parce que tu reconnais pas un joueur. Griezmann n'est pas bon, De Paul, il gagne pas ses duels. Julián Alvarez est encore en période d'adaptation, donc on le voit pas. Euh, le meilleur joueur, pour moi, en première mi-temps chez eux, c'est Lilo, il le sort à la mi-temps. Euh, et ce match-là, voilà, tout est parfait de notre part. C'est peut-être un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Hormis ce match, là où j'ai pris le plus de plaisir dans le jeu, c'est quand on a aligné les 3-4-3 en mettant les seconds couteaux parce qu'il fallait faire tourner en fin de saison quand tu jouais, tu sais, tous les 3 jours et où tu voyais du coup une défense à 3, enfin une organisation à 3 avec Carreras un peu comme Nuno Mendes, on le voit là au PSG en troisième centrale mais qui participait à la relance avec Dalle en piston avec ballon au milieu sans ballon. Amdouni qui était intérieur droit où j'ai trouvé que c'était le poste où il était le plus intéressant. Et c'est là où j'ai trouvé que collectivement, bah, il y avait de l'idée, tu vois. Et au final, on a fait ça que sur quelques matchs où voilà, bah, fallait jouer les matchs, fallait les gagner parce que ça faisait partie du calendrier, mais que en gros, on faisait tourner parce que on avait des échéances plus importantes. Et le seul match où justement tu peux faire ça parce que, à mon sens, c'est le système avec les joueurs que tu as là qui peut te donner le max de chances de gagner les matchs. Le match le plus important de la saison, tu repars sur ta base qui est bancale, alors que justement, tu aurais pu peut-être surprendre le Sporting. Encore que je pense qu'il se serait peut-être aussi préparé à un éventuel 3-4-3. Parce que bah, si ça bosse, j'ai envie de croire qu'ils auraient étudié les deux systèmes. Et ce match-là, on dirait que il y a pas de match. Genre, à la mi-temps, je me dis, putain, mais il est long l'échauffement, là. J'ai l'impression qu'on n'est jamais rentré dans le match. Alors que c'est le match. Est-ce qu'ils ont été crispés par l'événement parce que le seul moment vraiment à Benfica, dans un dig, c'était avant le match, là où les gens qui aiment vraiment ce club ont respecté le match et le club ont respecté vraiment l'enjeu. Parce que je pense que nous, enfin, quand je dis nous, je parle des gens qui étaient là, les supporters ont vraiment pris conscience de l'enjeu. D'ailleurs, on en parlait jusqu'à 2 semaines avant, enfin une semaine avant, parce que au lendemain de leur victoire ric-rac contre Gil Vicente, les médias, ils en ont parlé toute la semaine, en mode c'est le derby du siècle, machin, même en conférence de presse et tout. Et alors que sur les bancs, ah, c'est pas le derby du siècle, hein, que ce soit de notre côté ou du leur, on a déjà eu des confrontations avec des meilleurs match-up. Donc, et sur le terrain, l'une comme l'autre, eux, ils ont joué pour pas perdre. Et nous, on a joué pour pas gagner, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'ils s'étaient accordé vraiment un match nul et ça convenait à tout le monde. Ah, Sauf on, que, a- bah, on en revient au même, hein. Pour moi, ce match, déjà, on perd sur l'organisation de l'événement. Pas de chorégraphie sur le stade. Alors, il y en a qui diront c'est pas important, mais pour moi, ça l'est. La preuve, au Jamol, il y en avait une qui était faite, à mon avis, par la Fédé. Ça rend déjà l'affiche un peu plus intéressante. De deux, au lieu de la com, au lieu de l'événement lui-même, c'est bon, on a parlé de l'avant-match qui était très bancal, l'animation via le DJ, très bancal, mais même la communication durant la semaine sur les réseaux sociaux. Il y a un gap monumental entre le Sporting et nous. Et ça commence à, si c'est à peine gavant, enfin, moi, en tout cas, moi, c'est insupportable. Vraiment, ça m'énerve d'avoir un club avec un potentiel monstre et ne pas savoir le vendre ou communiquer et se rapprocher des sociaux, ça me donne envie de vomir. Et après, il y a aussi pour moi le point le plus important, c'est que pour moi, le match, on le perd. Enfin, on se sabote à cause du match contre Aroca. Pour moi, le match contre Aroca, le match contre Aroca, c'est l'équivalent à l'époque du match contre Estoril avant de jouer Porto.
Story, là. Pour moi, tu te dis, voilà, ce match nul, il doit jamais arriver. Et tu vois, quand tu vois ce Aroca et les deux Sporting, nous fait ressortir la pire chose qui est peut-être à pointer du doigt envers cette présidence et cette direction, c'est la communication sur le corps arbitral quand tu perds. Et moi, quand tu communiques sur ça, que quand tu perds, je trouve ça mais tellement naze. Je pense que vous avez vu, Johan de Augmentek, un des candidats présidentiels, est passé sur CMTV. Et il dit quelque chose qu'on a répété sur des spaces et sur Twitter et partout ailleurs. Il y a une communication qui doit être faite au moment où il y a une posture qui doit être prise au moment où Varandas parle en février sur la chaîne de Sporting concernant l'arbitrage. Il y a un Sporting réellement avant et après au niveau de l'arbitrage dans les matchs. Je dis pas qu'ils sont champions que grâce à ça. Je dis que ça a faussé le championnat à ce moment-là et que notre club n'a pas su gérer ça et que venir à la fin du championnat quand tout est perdu, tirer sur tout le monde, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Et donc ce match contre Aroca, déjà pour moi, on ne le perd pas à cause de l'arbitrage. Il a un impact et le penalty de Tamgui, oui. Mais en fait, c'est Fred qui disait ça. On a un peu ce concept de la loi Murphy. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va mal, tout va mal. Et nous, on peut pas jouer mal, être mauvais et avoir un penalty qui va tomber du ciel pour nous sauver. Moi, des moments comme ça, j'en ai très peu. J'ai ce match contre Vizerl il y a 2 ans sur la première année de Schmitt où Ramos est exclu. Même pas péno. Oui, alors que sur Ramos, il y a péno, il lui met rouge, tu vois. Pour qu'après, 2 ans après, contre Aroca, ça soit l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas péno. Et Otamendi fait quand même. Enfin, moi, pour moi, il y a penalty parce que. Enfin, il n'y a pas penalty pour moi, mais l'arbitre le siffle à cause de l'entrée de Otamendi qui est ridicule. Et derrière, il le justifie sur. Ouais, stupide. Elle est stupide. Ça l'aide pas dans le truc. Mais pour moi, au-delà de ça, l'équipe a mal joué. L'équipe, elle n'a pas été bonne. Moi, j'ai vu Aroca avoir des séquences durant le match qui étaient bien plus intéressantes que Benfica à la sortie de balle, sur la circulation. À un moment donné, ils font un jeu en 2-3 touches de balle où ils font facilement 40 mètres, mais facile. Et ils se créent une occasion. Mais même le but qu'ils nous mettent, l'égalisation, l'action, elle est très simple. Hein. Et elle passe tout le monde pour finir un deuxième poteau et but. Pour moi, ça, c'est pas à cause de l'arbitrage. Parce que comme ça a été dit, au moment où, à un moment donné, on siffle le penalty, on parle du premier penalty, c'est le 1-1. Il y a 1-1. Benfica marque, après, il y a 2-1. Le 2-2, on ne le subit pas à cause de l'arbitrage. Et derrière, tu as tout le monde qui parle. Pas le président. Le président, c'est que par communiqué. Il prend la parole après le Jamor quand tout est fini. Et puis là, on prend des grandes décisions. La section jouera plus ici. On veut les audios du VAR, alors que les audios du VAR, quand ça a été voté, on a dit que ça ne nous intéressait pas. C'était pas obligé de divulguer. Aujourd'hui, il faut les divulguer. Avant, c'était pas important. Donc, on a une posture qui change constamment selon l'histoire qui est racontée au niveau du foot. C'est-à-dire que si on perd, là, il faut remettre tout en question parce qu'on a fait notre papier et apparemment, on aurait même perdu dans les détails. Moi, les détails, c'est pas ça. Moi, les détails, c'est tout au long de l'année. Si le Sporting ne perd pas à Mourinho, on n'est pas dans la course au titre. On a juste le Jamol, mais on n'est pas dans le sujet. On a été à la première place. Je crois qu'on est passé en premier 2 fois, 2-3 fois. Ouais, pendant seulement 2 journées. Sur les 34. C'est lunaire. C'est-à-dire et à un moment donné, cette équipe elle est passée première et elle n'a pas su tenir cette place-là. C'est-à-dire que, en fait, si tu prends le récap de la saison, le Sporting a été majoritairement premier. Le Sporting a le meilleur buteur du championnat. Le Sporting a le meilleur passeur du championnat. À partir de ce moment-là, Attaque, meilleure défense. meilleure attaque, meilleure défense. Qu'est-ce que tu vas me parler d'arbitrage? Enfin, moi, j'ai aucun problème. Mais quand on gagnait, il fallait parler d'arbitrage. C'est-à-dire que quand tu étais sur des bonnes séquences, même moi, je suis sûr que sur le Jamol, on gagne à 0. Il n'y a rien qui sort. On ne parle pas d'arbitrage. Il n'y a pas de communiqué. Et c'est là où c'est un problème. C'est que avoir une posture de gagnant et de leader, que ça soit au niveau sur le terrain et en dehors, en étant le plus grand club portugais, ça passe par une communication implacable tout le temps. Pas que quand ça nous arrange. Et ça, c'est à l'image du petit club qu'on devient. C'est-à-dire que c'est minable. Enfin, vas-y, Philippe. Mais on en revient à ce qu'on a dit du action-réaction. C'est-à-dire qu'on a perdu face à Sporting, la saison est finie, c'est là qu'on met le communiqué, on met les grandes conférences d'éclat, on met au Rucocht qui même se permet d'interrompre une journaliste, alors que depuis ces dernières semaines, même après la défaite face à Sporting en championnat, il était plutôt calme.
Et comme tu as dit, c'est pas, par exemple, c'est pas l'arbitre qui a décidé de faire entrer Bruma en fin de match face à Roca pour calmer le jeu. Alors que Bruma, il y avait une. Ouais, exact. Alors que Bruma, il y avait toute une polémique, etc. Est-ce qu'il entre en clash avec Bruno Lage, etc. On décide de le faire entrer dans un contexte du jeu où on n'a pas du tout de besoin d'un joueur du style de Bruma. Bon, déjà, j'allais dire qu'un joueur comme Bruma ne devrait pas être à Benfica déjà de base. Vous n'en avez pas besoin Ouais, déjà. déjà de base, on n'en avait pas besoin. Mais alors là, pour le faire entrer, pour garder la balle face à Roca, c'est encore pire. Et résultat, je crois que c'est bien lui qui perd le ballon au début de l'action du but de Haruka. Enfin, je crois Lui ou Belotti, je sais plus. Ouais, c'est Belotti qui tente une talonnade complètement foirée. Et après, il fait pas le retour défensif. Mais Et même si j'ai envie de parler encore de Bruma, parce que C'est Sheldrup, c'est la faute à Sheldrup qui revient pas. ah oui, toujours de la faute du petit blanc. Mais comme je voulais dire, même pour revenir au match face à Sporting, parce que j'étais au stade, l'attitude qu'a Bruma en entrée, elle est complètement ridicule. Le moment où il perd la balle, il ne fait même pas le retour défensif et laisse Orsnes y aller. Tout le monde a pété un câble, que ce soit dans le stade ou autour de moi où j'étais dans la bancade. Et pour revenir sur la saison de Benfica, on a eu plein de cadeaux du ciel. Franchement, le Vitor Bruno viré, United qui se permet de prendre Robin Molin, etc. Et même comme ça, en ayant une gestion incompétente, on a eu des cadeaux qui nous ont permis de rester à 2 points du titre. Après, ils ont sauvé la saison. T'as l'occasion de sauver la saison. Directement. Et finalement, il y a des gens qui disent, bah, on a fait du coup, il y a des gens qui pourraient croire qu'on a fait une saison plus compétente que l'année dernière parce qu'on a gagné une Coupe de la Ligue, qu'on est allé en finale de la Coupe et que on a été à c'est pas compliqué. De toute façon, dans les faits, oui, c'est vrai, mais c'est pas compliqué. T'as pris 5-0 contre Oui, Porto. mais finalement, c'est le même nombre de points que l'année dernière. Oui, non, sur ça, il n'y a pas photo. Mais si tu prends le contenu, en fait, c'est pas compliqué, tu vois. C'est comme si je te dis, l'année prochaine, Manchester finit 10e, et ils te disent, on a fait mieux que l'année dernière. En même temps, tu étais quasiment relégable, mon pote, donc tu pouvais pas faire pire. Hein. Mais non, c'est lunaire. C'est lunaire. Oh, le rendez-vous des alcooliques, là. Tu sens que la saison s'est mal passée. Bon, bah, moi, ce que j'allais dire, c'est parce qu'on est déjà près à plus d'une heure d'émission, mais on a déjà couvert pas mal de sujets, pardon. J'ai pas envie de m'éparpiller en fait sur la direction sportive, etc., parce qu'on aura un podcast dédié à cette partie-là par la suite. Ça sera le prochain podcast, ce sera le bilan du mandat de Rui Costa. Euh, est-ce que vous avez peut-être plus au niveau mercato, que ce soit départ, arrivée ou même performance, quelque chose qui vous vient en tête en disant oh, ça c'était quand même pas mal sur la saison, c'est un point intéressant. Par exemple, pour vous, quel est votre meilleur joueur de la saison? J'oscille comme ça. Carrera, je pense. Parce que il y a quasiment. Enfin, je m'ai pas dit développer, mais parce que il y a quasiment très peu de matchs où il est passé à côté, où il n'a pas été le meilleur joueur. Alors bon, le dernier match contre Sporting et le match contre Braga, c'est horrible aussi. Ouais, bon, il a pas été au meilleur niveau. Et nous Jamal, peut-être qu'il y avait déjà les rumeurs du Real qui lui étaient un peu dans la tête. Sinon, sur le reste de la saison, quasiment tous les matchs. Oui, même à Braga aussi, ouais. Bon, là, c'est le PS. Ça commençait déjà. Ouais, ouais, mais parce que toute l'équipe est nulle, en fait, à part Troubine, Bah, qui pour moi est le meilleur. Rourel se dit ça sert à rien, c'est fini. Oui, de toute façon, ça sert à rien. Sauf qu'à la mi-temps, il y a match nul en face. Non, mais enfin, moi, je trouve que c'est une dinguerie monumentale. Hein, Après, le boulot, tu dois le faire la semaine d'avant, mais oui. Mais si tu l'as pas fait, tu vois, tu dois aller à Braga et être à la mi-temps en étant en train de gagner. Pas en étant de subir comme tu étais en train de subir. Tu peux pas débarquer Nouming et faire un high pour un match comme ça. Pour moi, ils ont vraiment. Braga, ils ont rien à jouer, Braga. C'est ça. Et ils viennent et ils jouent. On dirait que c'est eux qui ont quelque chose à jouer. Ils viennent avec plus d'envie. Mais c'est le même match qu'à l'aller, hein, Nabuz. Après la défaite à l'Alvalade, tu reçois Braga. Pareil, tu prends 2-1. C'est un non-match de Benfica total. Et tu comprends pas pourquoi. Les deux, c'est des non-matchs. Le nombre de points que tu as perdu comme ça, le match contre Casapi, le match contre AVS, Aroca, Olivier, le nombre de points que tu as perdu parce que tu as été incapable de te mettre au niveau de l'affiche et en faisant le strict minimum,
C'est une folie. C'est une folie. La VS, c'est l'Union. Hugo, toi? Bah, pour pas dire le même joueur que Phil, mais juste pour dire franchement, Alvaro Carreras, Emile Zola, dit j'accuse, moi je dis je m'excuse parce que le nombre de tweets insultants que j'ai fait, le nombre de tweets insultants que j'ai fait envers lui, parce que bah, en vrai, c'est vrai qu'au début quand il rejoint le club, quand il fait ses entrées, elles étaient vraiment très moyennes, mais là, il a montré vraiment que c'était vraiment, pour moi, c'est déjà un des meilleurs latérales qui a de l'actualité. Et franchement, il a fait une saison extraordinaire, mais j'aimerais souligner surtout, franchement, en dessous de de Carrera, je pense qu'il n'y a que Pavlidis. Même s'il fait une première moitié de saison compliquée au niveau de l'efficacité, ça se voyait déjà qu'il y avait quelque chose dans le jeu, qu'il maîtrise vraiment presque tous les compartiments du jeu. Et deuxième partie de la saison, j'ai rarement vu un neuf de Benfica aussi fort, quoi. Je sais pas quand ça remonte. Être si Mais complet surtout, parce que ouais, quand aussi complet. tu as un mec comme Carlos, par exemple, il était très fort, mais aussi complet comme ça, je pense qu'il faut remonter peut-être à Lima, Rodrigo, qui sont travailleurs comme ça, parce qu'après, dans la surface, Jonas et Carlos, c'était. C'est Jonas. Moi, Ouais, mais Jonas, il y a, il y a ce côté je marque et je fais marquer. Mais là, il y a un jeu sans ballon, c'est-à-dire que cette première, elle est pressée. Ouais, exactement. C'est ça que je fais référence, tu vois. Et là-dessus, on est plus sur un profil un peu plus Rodrigo et Lim. Mais sinon, ouais, oui, Jonas, c'est vraiment. ah, là, si je pars sur ça, pour moi, alors Pavlidis, on n'a jamais eu d'équivalent. C'est limite. Ah, il y a Seferovic quand même. Mais pour moi, on n'a jamais eu d'équivalent. Et c'est pour ça que moi, même quand ça me marquait pas, ça m'impressionnait parce que c'est tellement fort dans le jeu. Mais même le match face à Sporting, il marque pas. Mais déjà, il fait une passe décisive, il fait une action, on dirait Messi. Et de deux, même en dehors de la passe décisive, le match, c'était, vu que bah, on a encaissé un but dès le début, on te donne la balle, tu vas nous servir de 8, 10 et 9 en même temps. Et tu vas te prendre tes défenseurs dans le dos et tu vas aspirer le jeu. Et on verra ce que ça va se passer. Et ça a été à peu près ça, pas toute la saison, mais presque quand c'est un adversaire compétent. Et c'est pour ça que moi, Paveldi, ça m'a vraiment impressionné. Et juste pour donner une petite mention spéciale aussi à même Petit. qu'il nous harcèle. Et moi, il est plus c'est pour ça que j'y atterri. Ouais, Costa, il m'appelle pour arrêter le podcast. Mais Kokshu, Werther. alors contre Kokshu, il m'a aussi, bon, pas impressionné, c'est peut-être un grand mot, mais il m'a fait plaisir sur la deuxième partie de la saison, parce qu'on a eu un peu les prémices de ce qu'on attendait avant qu'il arrive. Première saison, bah, c'était pas ça du tout, je trouve. Là, franchement, je pense il a été là dans des gros moments, mais j'en attends encore plus. Mais je pense que la mention spéciale à Orkun Kokshu, elle se mérite parce que bah, enfin, il a été là dans des moments très importants et je pense qu'il peut encore, je sais pas s'il peut arriver à ce qu'on attend dans la saison prochaine. Après, ce qui sera la saison prochaine, c'est un autre sujet. Voilà. Moi, je vais aller sur. Moi, je m'en fiche totalement qu'on ait les mêmes joueurs. Donc, moi, je vais le dire, c'est pareil, c'est Carreras. Et moi, je peux m'excuser pas mal, hein, parce que je l'ai bien allumé. Ah, mais on l'a tous, hein. Moi, je me rappelle Moi, j'ai la Bellona, même chose, hein. je l'appelais Panamera, je l'ai David Carrera. Ah ouais, j'ai manqué de respect à ce pauvre garçon, alors que. Bah, Non, non. une saison lui aura fallu, enfin, une saison et demie lui aura fallu pour faire avec Grimaldo en quelques années, quoi, parce que il va atterrir au Real Madrid. Enfin, oui, parce que là, il va pas y aller. Non, il va faire le mondial des clubs. Il fait, allez, début juillet, et il est avec la bande de Xabi Alonso, il y a pas de sujet. Donc, et moi, pareil, hein, depuis qu'on a suivi Jean Neves, je ne retiendrai pas rigueur aux joueurs, je sais très bien comment ça se passe. Donc, et puis, en plus, c'est le Real Madrid, il y a une cause à 50, il paye, c'est son club formateur, c'est son pays natal, Xabi Alonso, Bruno Lage. Comment vous dire que lui valide dans les plaies. Après, ce qui va sortir pour la glose pour Mbappé, ça, ce qui va sortir pour la glose, ça, c'est la grande question. Je me dis, en fait, on n'est jamais en fait, à chaque fois, on peut avoir des perfs fabrifiques à ce niveau-là. Je me dis que, quand même,
s'il accepte de vendre en dessous, en sachant qu'il doit donner une part à Manchester United, on est sur de la compétence encore plus incompétent, parce que même en le vendant à la clause, il va se faire allumer, dans tous les cas. Parce qu'en fait, là, le supporter moyen Benfica ne réfléchit plus de si c'est bien ou mal. Tous les choix seront mal, hein, seront mauvais, tu vois. Donc, si on achète, à part même même sur Grand Félix, ça serait une bonne chose, mais on ira critiquer des trucs un peu à la con. On est passé dans un niveau où en fait tous les choix seront mauvais, peu importe. Sauf ces maillots, qui sont des très bons choix. Donc ouais, non, Carreras, pour moi, de loin, personnalité, niveau de jeu incroyable, polyvalence. Pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Il m'a même surpris sur des choses où je le voyais peut-être pas être autant performant. Je voyais qu'il avait voilà, que quand il arrivait à rentrer à l'intérieur du jeu, mais je le voyais pas être aussi fort à l'intérieur du jeu. Et il l'a très bien fait. Petit, peut-être bémol à ce niveau-là, c'est aussi ses centres, où pour moi, il doit passer un cap à ce niveau-là. Ce sera important peut-être dans son prochain club. Mais outre ça, c'était pour moi, honnêtement. Non, on va pas lui demander de centre. Mais après, même à ce niveau, il a été. Ouais. Ce niveau, il m'a Fait surpris. la passe. Non, défends parce qu'Mbappé va pas Voilà. prendre. Donc, viens. Non, ben, Non, mais même l'utilisation du pied droit aussi. oui. Moi, ça m'a surpris, notamment sur le but contre Porto, Oui. où pour moi, il n'utilisait pas son pied droit, tu vois. Il avait mis ma petite Pofo Soler l'année dernière, hein, en fin de saison. Et ouais, mais après, bon, tu te dis, sur un match comme ça, Ouais, non. genre, moi, j'étais déjà en train de regarder au centre pour voir à qui il allait centre. Ouais. Non, personne. Et même, sa manière, enfin, défensivement, il est costaud, quoi. Et moi, ça m'a surpris, vraiment. Non, ça- Genre, tu vois qu'il a éteint Lamine 2 fois, contre Monaco, je l'ai vu aussi, solide. Alors, il va pas finir le match, à Louis II, en phase de poule, mais pareil, à chaque fois dans les duels, il prend beaucoup de cartons, par contre. Je pense que c'est son axe d'amélioration aussi. Mais ça va avec le reste. T'as dit, il parle beaucoup à l'arbitre, il réclame beaucoup, que ce soit sur l'arbitre central ou l'arbitre de touche, etc. Il faut qu'il parle, il faut qu'il communique et il est agressif. En fait, pour moi, oui, ça, c'est des défauts qu'il va devoir gommer. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui peut avoir cette malice et ce vice, un peu à l'espagnol aussi, un peu à la Ramos dans ces catégories-là. Moi, pour moi, il allait parfaitement avec l'Atlético de Madrid. C'était un joueur parfait pour l'Atlético. Ouais, pareil. Mais ça, tu vois, il est quand même aussi très classe. Je sais pas comment t'expliquer. Il est élégant aussi, tu vois. Il a Ça veut dire quoi, ça? Alors là, il y en a qui sont passés à Atletico, mais ça marche pas tout le temps. Mais il y en a. Mais non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est que le mec il m'a surpris sur des choses où je m'y attendais pas, quoi. Il est rentré dans ma vie, il est rentré dans mon cœur. Je m'y attendais pas, quoi. Mais les matchs en fait, sur tous les gros matchs, bon, excepté la fin de saison, mais il a répondu présent constamment, constamment. Et pour moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, il fait partie des joueurs où ça m'embête qu'il n'ait pas fini cette aventure avec Benfica avec un titre de champion. Qu'il n'ait pas vécu au mal Kiev, tu vois. C'est des trucs qui vont me frustrer comme Weigl à l'époque. Et là, c'est pareil pour lui, ou alors Di Maria, là, sur son retour, même s'il a déjà connu sur son premier passage, mais c'est ce genre de joueur qui aurait mérité de partir avec un titre. Et pour moi, Carreras, ça méritait de partir avec un titre et de la bonne manière et de se dire, ouais, ce club est marqué. Je sais qu'on l'a marqué, mais j'aurais voulu qu'on le marque encore. Dans nos meilleurs jours, tu vois. Vraiment sur. Je sais qu'un Resti ou un Moussa, ils ont vu un grand Benfica sur l'année où ils sont champions, ils ont le 38. J'aurais voulu qu'un Carreras, il vive la même chose avec nous. C'est pas le cas, c'est dommage. Mais moi, j'oublierai pas. Pour moi, sincèrement, il y a eu, sur ce siècle, il y a eu Siqueira, il y a eu Coentrao. Hein. Et même si Grimaldo, moi, j'ai beaucoup de mal, vous le savez, hein. Il a eu des très très bonnes phases. Mais pour moi, Grimaldo, il est jamais passé sur un top club sur plusieurs années. Parce que justement, il n'a jamais su faire ce qu'a fait Carreras sur 1 an et demi. Et c'est un profil tellement, on va dire, parfait. Et je pense qu'il va résoudre pas mal de problèmes pour Xabi Alonso, même sur cette défense à 3. Il pourrait totalement jouer le rôle que faisait à Leverkusen. Pour moi, ça peut être phénoménal. Et il a la personnalité pour un club de ce type. Et il avait largement la capacité pour notre club. Et sincèrement, je pense que c'est un profil où s'il faisait 3-4 ans chez nous, il prenait le brassard à un moment donné parce que honnêtement, il a vraiment une personnalité c'est vraiment peut-être ce qui m'a choqué le plus, c'est que ce mec-là se cache pas et bravo. Sur le flop, le joueur qui vous a pas trop marqué, moi j'ai une bonne liste, hein. J'ai dit non là. Ils sont dit non, je vais faire la plouf plouf. Alors, si tu peux juste me permettre très rapidement, c'est de faire genre 2 petits apartés, parce qu'il y a Ouais.
il y a quand même des gars enfin, forcément, on a cité Carreras parce que et Pam Lilly, parce que c'est ceux qui font peut-être la meilleure saison. Maintenant, il y a des mecs quand même qu'il faut citer. Alors, on citera pas tout le monde parce que déjà, tout le monde ne mérite pas. Euh, mais, euh, mais j'ai surtout deux noms, euh, allez, deux et demi parce que j'aime bien quand même. Euh, Orchness, j'aimerais bien le citer parce que je trouve qu'il y a une équipe avec et sans lui. Et surtout, je trouve que c'est le joueur auquel je m'identifie le plus. Parce que j'ai l'impression que le garçon a compris quelles sont les valeurs du club. J'ai l'impression qu'il s'est bien intégré aussi même au pays. Et c'est un garçon très intelligent. Ça peut être anodin, mais le fait de renoncer à représenter son pays pour se concentrer à son club, alors que le garçon, à ce moment, je crois qu'il a 27 ans, au moment où il se prend sa retraite. Euh, et c'est un gars aujourd'hui auquel moi je m'identifie le plus et on sent que c'est ce genre de joueur qui est le prolongement du coach sur le terrain et très rares sont les matchs où tu peux dire ah, aujourd'hui il est pas dedans parce qu'à chaque fois non seulement il joue pas à son poste mais en plus il doit bosser pour deux trois mecs et euh, et en fait il est un peu le boulot relou de l'ombre et souvent euh, on, on oublie de le citer, mais il est très, très, très important. Et euh, et il y a Troubine aussi. Troubine, j'ai trouvé qu'il avait fait une saison, même s'il y a quelques matchs où ouais, bon, tu te dis il peut faire mieux, il y a des axes d'amélioration. Je trouve qu'il y a un énorme upgrade avec ce qu'on avait avant. N'en déplaise à des gens qui ont demandé, après quelques matchs ratés de Troubine, le retour de Vlaco Dimos. Comme quoi, c'est En plein quand t'as le tifle, quand il temporise. Regardons le van. non, mais parce que ouais, ça aussi. Non, mais c'est un club de fou. C'est un club de fou. Ouais, Nouvelle conquête sortez. j'oublie, j'oublie pas. Ouais, ouais, non, mais c'est les amateurs de kick and rush. Alors, ouais, chez nous. Peut-être qu'il faut leur ramener Sam Allardyce, je pense, mais ils seront contents. Euh, donc, il y a des matchs où le garçon, enfin, le Bayern, on prend 1-0 parce qu'il fait un match énorme. Alors, bien sûr, contre le Barça, il y a sa connerie, mais après, derrière, il en sort plein. Contre Braga, il fait genre un nombre d'arrêts incalculable. Et sur certains matchs, il fait des arrêts réflexes de fou. Alors, il a quelques défauts encore, mais qui peuvent parfaitement se gommer. Là où l'ancien gardien, on pouvait absolument rien faire. On partait de trop loin. Il est resté beaucoup trop longtemps. Je pense que depuis, il ne joue plus. Il ne joue plus. Depuis, voilà. Le nombre de joueurs, Philippe Larabvé, Bessica, sont passés à la trappe complet. André Almeida, il est passé consultant Sport TV. Direct. Non, mais des mecs qui, en plus, sont restés longtemps et genre ont marqué le club entre guillemets parce qu'ils ont fait un nombre de matchs que dans un Benfica normal ils sont pas censés faire et les genre c'est incroyable, c'est un truc de fou. On a de la chance. On a de la chance. Hugo, est-ce que tu as dit Bon, t'as pas fini ce que ouais, ouais, parce que du coup j'ai pas faux et j'ai pas dit Non, mais vas-y, on a tout le temps du monde. flop c'était énorme hein. Putain. Flop bah franchement Calgary Voilà. toi j'ai On va parler. Pour moi, il y a deux blasts qui sortent fortement, c'est Gaboré et Bruma. Le problème, c'est que non seulement c'est des flops sur le terrain, mais c'est des flops qui sont reliés à la direction parce que c'est la direction qui va les chercher. C'est pas des mecs qui auraient pu être une bonne idée et qui n'ont pas réussi à faire la saison voulue, ce qui peut, à moindre mesure, être le cas, par exemple, d'un Berrero ou d'un Amdouni, qui ont été un petit peu, pas décevants, mais un peu irréguliers, un peu en dents de scie, à la limite sur le papier, ça aurait pu être une bonne idée. Là, c'est une catastrophe. Caboret, c'est dans la continuité des Bernat et de Draxler. Voilà, dernière journée de mercato, on regarde qui est disponible dans les prêts ou dans les transferts. On fait un prêt de dernière minute et au final, ça s'avérait catastrophique. Et Bruma, c'est juste, voilà, on regarde, il y a qui sur la liste? 6 millions. Bon, ça peut être un bon investissement vu que le garçon est encore jeune, il a que 31 ans. Sur le vrai passeport, peut-être il a un autre âge, on sait pas, mais on se dit bon pourquoi pas. Et en fait, le seul match où j'ai trouvé pas si mauvais, c'est la finale de Coupe du Portugal, où j'ai trouvé qu'il avait pas été si mauvais. Sinon tout le reste, c'est horrible.
c'est catastrophique. Il a quasiment pas fait de différence dans les matchs, alors que on nous a bassiné son passage du podcast de Braga où t'inquiète, donne-moi le ballon, je vais te faire gagner. Bah Il là, a du mal, mec, les gens qui ne savent pas manier le ballon. Le cuir. ouais. Il se fout de notre gueule, ce mec. Il se fout de notre gueule. Ah, Il se fout de notre gueule. mais c'est surtout, ouais, c'est les deux blazes que je retiens le plus, je pense. Ça me va. Hugo? Moi, Caboret, hein, franchement, le plus gros flop, c'est Caboret parce que dès l'entrée face à l'Étoile Rouge de Belgrade, on s'est dit, Oh là là, enfin, on s'est dit, oh là là. On s'est dit, ah là là, vraiment. C'est une folie. Elle, entrée, c'est une folie. Le premier contrôle, et tu te dis, waouh. Pour vous dire, je peux partir en fou rire. C'est quand il prenait la profondeur. C'est quand il faisait passe profondeur. Dans sa tête, il n'y avait pas d'autre schéma possible. C'est passe dans l'axe, profondeur. Peu importe si on parle ballon ou si on l'a, je prends la profondeur. Il n'avait rien d'autre dans la tête. Mais ça me tabassait de rire. Et alors, technique. On est déjà premier contrôle, tu vois ses épaules, elles sont pas alignées comme il faut. Tu te dis, oh là là, mais comment c'est pro ça? non, mais c'était dit, Encore non, ça finit chez nous. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dingue. Et il y a du contenu. Hein. Il a fait Marseille, il est en PL. T'as fait quelques matchs, tu te dis non. Sur Wisecout, tu peux voir ça, non? Mais vraiment pas sûr qu'on fera un podcast sur lui aussi, sur notre pote de la TVI. Je suis vraiment pas sûr qu'il connaisse cette appli, ce logiciel. Je suis vraiment pas sûr. non, mais notre pote de la TVI, il a vu ce transfert market qu'il y avait de disponible et il s'est dit, bon, lui, on le prend, Panic Boy, et puis voilà. 6 mois, il a fait 6 mois. C'est cellulaire. Ouais, non, Bruma, en vrai, oui, c'est un flop, mais j'ai envie de dire un autre joueur et ça va faire du mal à Dani. Mais j'avais oublié. j'ai envie de dire Renato Sanchez, même si c'est un de mes joueurs préférés, qui, je pense qu'il a marqué l'adolescence de beaucoup de supporters. Mais déjà, ça sentait le mauvais deal depuis le début, surtout que Dani, il avait précisé que fallait surtout pas que ça soit relié avec le deal de Joan Neves et bingo, Il avait fait plein en pré-shot. ça a tombé plein dans le nil. Et du coup, maintenant, c'est vraiment triste de voir que maintenant, on dirait que c'est un peu l'ennemi public numéro un de beaucoup de supporters. C'était. Comme par exemple, il y a eu une vidéo dans Simple Entraînement où il râle un peu sur une action, mais il a subi une vague d'insultes juste pour ça, alors que c'est juste le monde du football, aller sur un terrain, les gars. Surtout Renato Sanchez qui fait ça absolument tous les matchs depuis qu'il a 13 ans, quoi. Donc, ouais, non, mais je comprends. Et bon, je sais pas où il est parti suite. Mais je pense, j'avais vraiment la conviction que un peu stupide qui retrouve un rythme avec nous. Vraiment, je n'attendais même pas à ce qu'il soit le meilleur joueur de l'équipe. J'attendais juste à ce qu'il retrouve un rythme, qu'il joue quelques matchs, qui retrouve juste des minutes dans les jambes, parce que ça fait, même à la Roma, il y arrivait plus. Et Mourinho avait dit que si la Roma arrive à recruter un joueur comme Renato Sanchez, c'est à cause de ses blessures. Et bingo, il est retourné à Benfica et il a été blessé une fois un mois, encore une fois un mois, ensuite 3 mois. Ça a été la dégringolade. Il faut vraiment faire un cas spécifique. Je pense même un podcast, savoir qui a ensorcelé ce mec, parce que c'est pas possible. Je comprends pas comment ce mec peut être blessé autant de fois. C'est pas un mec qui va en soirée tous les jours. C'est un mec qui. Enfin, Ouais, ce sont les femmes. Voilà. Il est tombé sur celle qu'il ne fallait pas fréquenter. C'est comme ça. C'est mon c'est théorie. peut-être la théorie la plus précise, mais franchement, ça me fait de la peine que Renato Sanchez, pour moi, ça fait partie d'un des plus gros flops de la saison. Ça me va. Enfin, ça me va. C'est comme ça. Le mien, je vais citer un nom qui n'a pas été cité. Mais flop parce que. Ouais. En fait, flop, pour moi, je le mets souvent sur un joueur sur lequel j'ai des attentes et il a flop. J'en avais quand même, mais la saison m'a pas surprise quand même. Mais bon, je vais le mettre quand même en flop. Moi, c'est Di Maria. Di Maria, pourquoi? Parce que finalement, Di Maria, c'est à peine 6 mois sur l'année où il a été bon, voire très bon par séquence. Et même apporté je dirais, un peu l'équipe. Mais l'équipe jouait bien autour de lui et était beaucoup, je dirais, mieux sollicité et utilisé que sous Schmitt. Mais tu sentais qu'il y a toujours un peu cette dépendance des fois de vouloir donner le ballon à Di Maria, parce que bon, quand tu as Di Maria sur la plus, c'est quelqu'un qui aime bien réclamer le ballon, l'avoir dans les pieds, etc. Donc voilà, c'est un Argentin. Mais après ça,
passé l'année 2025. C'est une catastrophe son nom parce que je vais le répéter. Le seul bon match qu'il a en 2025, c'est Braga en demi-finale de Coupe de la Ligue. Et après ça, c'est fin du film, rien du tout. Ah, le match à Porto Notre-Dame, tu l'as pas trouvé. Il fait un bon match défensivement dans les replis. Donc, vu qu'il fait des replis défensifs, ce qu'il ne fait pas habituellement, on le met dans un bon match. Mais avec ballon, moi, je le mets pas loin d'être catastrophique. Il y a 2-3 pertes de balles au début du match. Si plein axe, s'il y a but derrière, je te jure que c'est pas le même film à la fin. Et pour moi, non, il met sa passe décisive. Voilà, il a ce pied gauche qui fait que c'est ce genre de match où, bah, s'il te met cette passe, ce centre, si ça passe, bah, il débloque un match. Tu vois, j'ai Monaco en tête, Stade Louis II, où bah, c'est lui, il débloque le match. Et là, c'est OK, mais Porto, c'est pas OK. Pour moi, Porto, il est hors de grille, il est pas dedans. Euh, c'est pas un match catastrophique, mais c'est pas un bon match. C'est un match où, défensivement, collectivement, il a répondu, il a compris que l'équipe avait besoin d'être soutenue, et je pense qu'il avait bien 5-0 encore en tête, mais avec ballon et offensivement, je ne l'ai pas trouvé au niveau d'Arthur Koglu, qui fait pour moi un meilleur match, d'un Pavlidis. Orsay, je l'ai trouvé. J'ai même trouvé qu'Orsay ne faisait pas non plus un match si bon que ça. Il fait un bon match, mais il fait pas un match incroyable. Et Koksou fait pour moi un meilleur match aussi que les deux autres. Donc ouais, non, moi je mets Di Maria parce que et surtout parce que en fait cet entêtement à vouloir ne pas savoir fermer des cycles et à se dire que bon, il y a eu la mafia. La mafia qui a empêché son retour en Argentine. Apparemment, la mafia un an après n'existe plus, mais bon, c'est un autre sujet. Mais du coup, à cause de ça, je pense que Costa s'est senti obligé de proposer ce contrat d'1 an en plus pour lui donner de la stabilité et, à céder sur un joueur comme Neres qui aurait pu être un joueur qui, pour moi, aurait fait, à l'image d'un Arsène, un très bon bout de chemin avec Benfica et qui aurait pu juste avoir cette place disputée avec Prestiani et ça aurait été une concurrence à deux. C'est pas ce qui s'est produit. On a laissé Di Maria, on lui a pas donné de backup, on a Prestani au placard. On s'est retrouvé avec Turkoglu, là, titulaire pendant 3-4 mois à droite. Et pour moi, c'est de l'incompétence au plus haut niveau. Et pour le joueur, comment ça finit? Parce qu'il y a le mondial du club, mais voilà. Les pleurs nous Jamor, moi, franchement, ça me déçoit tellement. Enfin, moi, un gars comme Di Maria, une légende pareille, pour moi, ça doit finir en apothéose avec un titre et voilà, et finir comme ça sur chapitre Benfica, pour moi, ça résume tout. Et c'est triste. Ça a été ni bon pour le joueur, ni bon pour nous, ni bon pour la structure. Pour moi, il n'y a pas eu de partie gagnante d'avoir Di Maria en plus. On a vu des beaux buts, on a vu des bons moments. À la fin, il y a plus de mauvais côté que de bon côté, selon moi. Donc, voilà. Pour Di Maria, c'est mon ressenti. Et mention spéciale à Caboret quand même. Tu es le joueur le plus nul que j'ai vu de ma vie. Et il y en a eu. Et il y en a eu pas mal quand même. Mais voilà. Messieurs, je pense qu'on a été complet. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en plus. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'il faudrait pas faire une tier list des joueurs les plus nuls qu'on ait jamais eu? Ça peut être une idée de podcast. Hein. Ça peut être un débat. Il y a des noms. Je pense que Bruno Cortez, Emerson, il y a du peuple. Il y a forcément du peuple à rajouter. Ouais, À voir. À voir, à voir. je pense que Hugo, je pense que c'est un truc à faire peut-être. est-ce que tu as un truc à rajouter? Quelque chose? Ah, franchement, bah, juste dire que cette saison, c'est exactement ce que je voulais pas quand en août, j'ai eu l'interview de coach, ça qui nous s'explique tout tranquillement que voilà, on a déjà un coach au bout de la 4e journée, ne vous inquiétez pas, on va tout gagner. Je voulais surtout pas avoir l'espérance de gagner et avoir cette illusion et finalement je l'ai eu, donc merci, bravo à tout le monde. Et bah non, bah maintenant il y a que octobre qui, je pense, est dans ma tête et dans la tête de tous les supporters de Benfica et maintenant, c'est à voir. Faudra se renseigner le plus possible sur les candidats. Ne surtout, je parle à tous les supporters qui me regardent là et qui nous regardent, ne surtout pas voter en fonction juste de l'image du mec qui se présente. Par pitié, vraiment par pitié. Et voilà, maintenant, bah, on n'a plus qu'à attendre les candidats qui vont se présenter. Surtout un qui, en plus, normalement, est dans la présence du club, mais il a dit qu'on doit attendre le mondial des clubs, donc on va attendre très sagement. Et voilà, bah, maintenant on attend les élections avec impatience parce que je pense que ça va être un gros cycle, une grosse page à tourner pour le club. C'était très bon mot. On en parlera plus en détail, mais je suis totalement aligné avec toi. Et on en parlera plus en détail sur un podcast. Phil, est-ce que tu as un truc à rajouter?
Non, écoutez, enfin, on en parlera un peu plus en détail, mais Renato était titulaire quand même sur le match. Ah non, mais il enchaîne les Nicolas. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, bon, on en parlera plus en détail, mais va falloir qu'on. Et du coup, ce podcast va servir à ça, mais il faudra que tout le monde se mobilise et soit présent en octobre pour pas que ce genre de saison se reproduise, parce que c'est, c'est complètement à l'encontre des valeurs du club et des standings de ce club. Donc, justement, pour pas que ça puisse se répéter, il va falloir qu'on, nous, en tant que socios et du coup, en tant que propriétaire du club, va falloir qu'on fasse le bon choix. Et ça passe par écouter toutes les candidatures, sauf si Vieira se représente, bien évidemment. Toutes les candidatures et après prendre de chaque programme un par un et faire son choix en âme et conscience. Messieurs, j'adore quand vous parlez comme ça. Moi, ce qui me reste à vous dire, c'est déjà merci pour ceux qui nous écouteront sur ce premier podcast. Je pense qu'on a tous les trois pris du plaisir. Ce sera des têtes que vous verrez assez souvent. Il y aura d'autres têtes que vous verrez également sur d'autres sujets. Et selon les idées qu'on aura, forcément, il y aura Bora, il y aura Phil, il y aura Hugo, il y aura Ricardo, il y aura Pedro, il y aura Fred, Todd, ça dépend. Ce que je peux également vous dire, c'est n'hésitez pas également à vous abonner sur notre Twitter, sur notre YouTube. Ça sera aussi dispo sur la plateforme de streaming type Spotify, etc. Nous, on se retrouve normalement prochainement avec le bilan du mandat de Rui Costa. Vous deux, vous serez de la partie ou pas? Je sache. Oh, on va prendre RTT, hein. Oh. On fait quoi? On met Costa ou on refait la promo du nouveau maillot? Parce que on se le dit. Moi, je peux mettre un déguisement de banane, ça me dérange pas du tout. Je peux trouver ça. Franchement, ouais. J'ai un maillot de la Fiorentina à son nom quand il a pleuré, quand il a marqué. Du coup, je peux mettre ça aussi. La légende de Benfica qui a moins de matchs que Pizzi. Non, mais... Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Enfin, bref. Bon, messieurs, ça m'a fait grave plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Ah, Bonne journée. ciao. Ciao.